Bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour l'épisode 4 du Brap Show avec Mr. Brap en personne. Il a fait le déplacement depuis la province de Montpellier exprès pour cet épisode 4 parce qu'il a eu bon au pronostic. Du coup, il a dit qu'il fallait faire le déplacement. Et oui, c'est la fin de la série de victoires de Jet Lawrence à ma Pro Motocross 450. Après la deuxième épreuve de Hangtown, on a vu Jet Lawrence s'imposer et on va parler de tout ça. On n'a pas vu Jet Lawrence s'imposer du coup. Eh non. On a vu Chase Sexton s'imposer. On va parler de tout ça. Merci Clément d'avoir fait le déplacement. Merci à MGT Design de nous soutenir. N'hésitez pas à suivre @MGT Design-MX sur Instagram pour toutes vos demandes de kit déco de 100% perso et aussi en fait pour un peu de swag. MGT fait aussi textile aussi, tout type de textile personnalisé. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est de la qualité, c'est des designs de 100% perso sur le textile aussi. Ouais, aussi, ouais. Voilà, donc si vous avez des idées folles, il faut contacter @mgtdesign-8mx sur Instagram et l'équipe saura répondre à toutes vos demandes. Donc on va commencer nous tout de suite sur la catégorie 250. Aiden Deegan remporte encore l'épreuve, même si cette fois il ne fait pas 1-1, mais il était parti quand même pour gagner les deux manches. Est-ce que c'est le nouveau patron de la catégorie 250 ? Ouais, sûrement un petit peu quand même. C'était un peu la suite logique déjà. Il fait 2 l'année dernière derrière Hunter. Alors, je crois qu'en fait, il fait 4 du championnat. Ah bon ? Parce que sa moto casse à Unadilla. Donc, il était 2 pendant un moment. Mais il me semble avoir entendu récemment sur Pop & Mix Show qu'en fait, il a fini 4e. Que devant lui, au championnat, tu as Hunter, tu as Justin Cooper, qui aussi est monté en 450. Ah oui, exactement. Justin Cooper. Je ne sais pas si peut-être que Shimoda finit devant lui au final, vu que Shimoda a terminé assez fort, je crois, l'année dernière. Mais je t'en prie, développe et je vais vérifier. Ouais. Non, mais justement, ce qui m'a semblé entendre aussi les commentateurs en fait le dire à un moment donné que... non, ou c'était DV qui en parlait, qui disait justement que tu enlevais Hunter et Justin Cooper du coup qui sont montés effectivement, Ouais. et que du coup ceux qui restaient derrière, donc effectivement entre Shimoda et Deegan, lequel a fini devant je sais plus, mais c'était un peu la suite logique. Et puis on le sait déjà dès sa première année, il a été très bon en motocross, en supercross aussi. Et comme il le dit lui-même, le motocross, il est né sur un terrain de motocross et il a grandi sur un terrain de motocross, donc ça reste un peu sa spécialité. C'est aussi plus naturel pour lui que le supercross. Donc fallait s'attendre à le voir aux avant-postes. Après, dominer autant, c'est vrai que Kitchen, je m'attendais bien à le voir à son niveau aussi. Vial, pareil, après la première année déjà qu'il a faite l'année dernière. Bon, qui était un peu mitigé pour du motocross, mais on le dit à chaque fois qu'il faut s'adapter à la texture, la température, les terrains, c'est des nouveaux terrains, alors que là les mecs justement, Deegan, il a grandi sur ces terrains-là et il change peu au final, j'imagine, en toutes ces années. Donc, Alors que pour Tom, il y a tout qui change. Ouais. Je sais pas s'il parlait tout le temps anglais, mais bon, c'est sûr qu'il sait parler anglais, mais la langue c'est plus la même, le décalage horaire, la nourriture et tout, même si tu fais déjà une partie du supercross, ça reste quand même une transition. Quoi. Le format aussi, je crois qu'il est différent du GP. Bah oui, tout se passe sur une seule journée. Il disait que c'était très rapide d'apprendre la piste au final parce que... Et d'ailleurs, oui, parce que j'ai dit une bêtise à l'épisode précédent, j'ai dit que la première séance d'essai c'était que essai libre. C'est faux, il y a bien 2 séances d'essai qualificatifs de 15 minutes, mais donc c'est que 2 fois 15 minutes et tu as 2 tours en fait d'essai libre au début ou 5 minutes sur le premier essai. Et après ça, c'est drapeau vert et ça veut dire que les chronos commencent et il faut faire un chrono, quoi. Ouais, donc voilà, je m'attendais aussi à le voir quand même progresser et concurrencer, mais c'est vrai que si je devais mettre un billet en début de saison, j'aurais misé sur Deegan quand même. Je m'attendais à le voir un cran au-dessus par rapport à ses concurrents. Tu t'attendais à le voir un cran au-dessus sur le début du championnat ou tu mettrais un billet sur lui pour la victoire du titre avant le début du championnat en tout cas? De manière générale, je m'attendais à le voir un peu... Enfin ouais, dans une idée générale, c'est sûr qu'il va pas faire toutes les épreuves, je pense pas, devant et un cran au-dessus de tout le monde, mais je m'attendais dès le début à le voir un peu au taquet. Et puis justement, on en a parlé dans les épisodes précédents, peut-être que lui il travaillait plus trop en supercross vers la fin, parce qu'au final c'était plus trop l'objectif, justement ça lui allait bien, comme on avait dit, peut-être s'il était ok avec le fait de ne pas le gagner, que ça lui laissait plus d'années derrière en 250 pour mûrir et progresser davantage. Et gagner des sous.
aussi. Et du coup, peut-être qu'il avait déjà anticipé pour aller préparer un peu l'outdoor, faire du testing un peu en avance et ne pas avoir juste ces 2 semaines entre les deux, comme Tom a eu, vu qu'il se battait pour le titre, pour s'entraîner. Donc, ouais, je m'attendais dès le début à le voir être bon. Après, quand même pas aussi bon non plus, pas aussi dominateur, parce que c'est vrai que là, on l'a vu sur chacune des courses, il a été meilleur, quoi. Donc, Bah ouais, au final, en deuxième manche, Tom revenait sur lui. ouais, ça, j'ai pas vu. Mais est-ce que Tom a battu Digan ou est-ce que Digan a battu Digan sur cette manche-là? Je pense qu'il y a. Enfin, on peut en discuter, quoi. Bah, c'est toujours pareil aussi. Est-ce que Digan, là, il gérait pas sa course? Enfin, je veux dire, à un moment donné, peut-être qu'il mûrit quand même un peu au fur et à mesure et qu'il se rend compte que quand il est premier, justement, bah, ça sert à rien d'aller pousser pour risquer de se mettre par terre, quoi. Donc, bon, là, je pense qu'il s'est mis par terre. C'est pas parce qu'il essayait de pousser au-delà de ses limites. C'est vraiment, ouais, la roue au mauvais endroit, au mauvais moment. Enfin, il n'y a pas vraiment d'erreur de sa part, quoi. Quand tu regardes au ralenti, tu te demandes vraiment comment il aurait pu faire pour éviter ça. Donc, peut-être que des analystes un peu plus poussés arriveraient à mettre des mots dessus. Moi, c'est vrai que je l'ai regardé et je me suis dit, ouais, c'est difficile de faire différemment, quoi. Il est en bonne position, debout, sur ses cale-pieds. C'est légèrement en virage comme ça. Et la roue arrière qui tape juste avant de décoller et qui lui fait faire un sideway, là. Et bah, une fois que ça part comme ça, de toute façon, on a bien vu. Ah, il a même pas eu la roue avant dans une ornière, la roue arrière dans une autre. Et non, il était dans une ornière, sauf que ça, c'est un truc, justement, moi, en tant que pilote, super dur à faire, quoi. Quand t'arrives et que t'as une ornière en plus trouée, hein, parce que là, ils sont en bas d'une descente un peu, donc tout troué et légèrement en virage. Donc, c'est-à-dire que tu dois tourner dedans et la compression des fourches, c'est super compliqué à gérer. Donc, même juste quand c'est une simple ornière, en fait, il faut se caler dedans pour après anticiper. Enfin, tu vois, c'est une question de regard d'épaule, hop, pour y aller. Et c'est vrai que même moi, en fait, en tant que pilote, quand je suis dessus, j'ai du mal à engager les épaules et à y aller, à tourner, tu vois, sur un saut en virage. Et du coup, on a tendance, en fait, à le prendre de face. Et si tu le prends droit, ce saut-là, bah, automatiquement, en fait, tes roues, elles prennent l'ornière et donc ça t'envoie un peu de côté comme ça, tu vois. Ouais. Il y avait un terrain comme ça l'année dernière. J'avais fait une course là-bas et c'était ça, en fait. À la fin, ça finissait avec un petit double, pas une grosse difficulté. Mais il était en ornière et en virage à droite. Et du coup, à chaque fois, j'arrivais systématiquement dedans. Et j'avais tendance à sauter un peu de travers dessus parce que j'engageais pas, bam, les compressions dedans. Et lui, il arrivait dedans, il était dans une ornière. Il n'y avait pas une roue dans une ornière et l'autre dans l'autre. Et il était sur les freins, du coup, quand il est arrivé dedans ou... Ça, c'est une bonne question. Je sais pas du tout si. Alors, je pense pas qu'il était en accélération, mais est-ce qu'il était en roue libre ou en freinage? Je pense quand même qu'il devait être sur les freins, mais bon là je sais pas, je spécule, je me souviens pas, j'ai pas fait attention. Mais en tout cas, il a les roues bien placées, lui en bonne position, debout sur ses repose-pieds, bonne position. Et t'as juste donc ça dribble, tac, 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 et t'as juste la roue arrière en fait qui va taper le rebord un peu en fait de l'ornière et qui est troué et qui lui fait décaler d'un coup comme ça et paf, paf, et là t'es terminé, quoi. Donc ouais, c'est chaud et c'est là que je me suis dit, et ouais, il y a des fois quand même dans ce sport, il y a des chutes qui t'arrivent, elles sont inévitables en fait. Il y a des fois donc, et c'est plus frustrant d'ailleurs. Je crois qu'il a refusé de regarder sur le podium. Ouais, j'ai un peu zappé, j'avoue, les interviews de podium. Je crois mais j'en ai entendu parler il a refusé de regarder parce que c'est Jason Thomas, je crois, qui l'interviewait et qui lui disait tiens, regarde, on l'a sous les yeux ta chute et tout, et il a refusé de regarder. Et en même temps, je comprends un peu parce que quand tu te dis que c'est une chute qui vient d'arriver et que c'est pas de ta faute, en fait, tu pouvais pas l'éviter. Bah c'est chaud, quoi, parce que bon, il y a des chutes qui peuvent être graves, hein, en moto, ils font des sauts de fou et tout. Donc quand tu sais que bon, déjà il y a les casses mécaniques, mais bon voilà, c'est la mécanique, ça c'est pareil, tu peux rien y faire, mais c'est la mécanique, ça fait partie du jeu, on en est quand même très conscient. Mais alors quand en plus il y a des chutes qui t'arrivent parce que le terrain est accidenté et qu'à un moment donné, bah, quand tu arrives à une certaine vitesse ou enfin voilà, les roues placées au mauvais endroit au mauvais moment, ça joue peut-être à quelques centimètres, quoi. Ouais. Et ouais, c'est chaud. Ouais, mais je te demandais justement parce que je me dis peut-être que si t'es pas sur les freins à ce moment-là, les suspensions travaillent plus et peut-être que tu limites les risques d'avoir la chute. Après, je dis pas que tu les élimines complètement, mais Et ouais, mais parce qu'à la fois, il a pas été très chahuté en fait. Tu vois, parce que ça, c'est vrai que ça le fait quand tu rentres fort dans les freins, sur les freins en fait, des fois, il faut freiner un peu avant et réaccélérer même dans les trous justement pour stabiliser la moto, faire travailler les suspensions. Mais sauf que là, ouais, c'est même pas que tu arrives dans le trou, du coup on le voit, des fois ils sont bien en ligne, bien droit, et donc quand tu arrives fort sur les freins, ouais, effectivement, tu as un trou, bah, ça va te faire kicker à l'arrière, comme ça.
Là, ça l'a même pas fait kicker très fort, c'est juste que ça faisait une petite bosse. Ouais, un petit Donc en fait, ça l'a légèrement décalé, mais si c'était sur du plat, je pense que ça aurait fait ça, tu vois, la roue elle reprenait directement le sol et après ça repartait tout droit. Mais là, vu que ça a tapé et qu'après c'était une descente derrière, bah, ça a eu le temps pour l'arrière de se décaler encore plus jusqu'à être un angle beaucoup trop ouvert et que ça le mette par terre. Ou aussi Teyama, tu diras, on était trop devant, on s'est déconcentré, et puis si c'était KTM, tu diras, on lui a mis la pression, il a craqué. Ouais, bah du coup, j'avoue que je suis surpris de ce début de saison d'Aiden Digan. Je m'attendais pas. Oui, je m'attendais à ce qu'il soit là pour la gagne, mais je pensais voir d'entrée de jeu un Kitchen et un Vial un peu au-dessus de lui. Et bah, au final, il a été super fort parce qu'en plus, il est parti devant eux et eux sont mal partis ou quoi. Enfin, Kitchen, il a fait au moins 3 bons départs. Je crois qu'il était pas trop mauvais son départ de la deuxième manche, mais. Je sais plus, il y a une des 2 manches où il est un peu moins bien parti à Hangtown, mais je crois que c'est la deuxième. Ouais, mais c'était pas terrible non plus, quoi, c'était pas affreux. Et puis il revient bien 3e, quoi, il me semble. 3 ou 4 peut-être qu'Aimas a fini devant. Ouais, je sais pas. Bon, j'ai les résultats, on vérifiera. Mais ouais, je pensais pas que Digan serait au-dessus du lot comme ça. Enfin, la première manche à Hangtown, elle est vraiment costaud, il part. Je sais pas, il part 8, quelque chose comme ça. Il les double tous un par un. En plus, c'est même pas. C'est vrai, oui, il n'y a pas eu de chance, quoi. Il n'y a pas une fois où un mec devant lui est tombé alors qu'il allait gagner ou quoi. Enfin, c'est lui au final qui a fait ça, qui était tout seul devant et qui est tombé. Donc ouais, costaud Digan et on va voir ce que ça donne sur la suite. Les pilotes étaient assez contents de la préparation de la piste, qui était moins arrosée, moins griffée et ils disaient qu'ils pouvaient utiliser toute la piste. Même les pilotes qui roulaient pas, du coup. Moi j'ai vu les tweets de Cianciarulo et Thomas, je crois, qui lui a répondu, qui était content de la piste. Ça m'a fait rire du coup quand j'ai vu Cianciarulo dire qu'il était content de la préparation de la piste. Ok, et puis Thomas du coup Thomas qui fait un tweet par année olympique en fait. C'est ça, et je pense que du coup il avait un peu de regret de pas être là du coup, parce que c'est vrai que je pense comme il le disait, qu'il n'était pas très à l'aise sur les terrains mous, même en supercross, tout ça, là, très mou, plein d'ornières. Ouais. Et que tu sentais un peu du coup qu'il regrettait une piste un peu plus dure pour qu'il soit à son avantage, quoi. Donc là, je pense du canapé de voir une piste qui aurait pu être à son avantage et merde, je suis pas, quoi. Ouais, c'est donc là, il a lâché le tweet carrément, donc c'est qu'il devait être frustré, le bonhomme. Bon, Tom Vial, du coup, nous fait une première manche assez décevante. On vient d'écouter son interview sur le Big USA où il nous explique qu'il était sur les 3 premières manches de l'année. Du coup, il n'est pas trop content de sa moto et qu'il a changé l'amortisseur a priori pour la deuxième. Et c'est vrai que pour le coup, là, c'est Tom qui nous fait une deuxième manche costaud à Hangtown. Ouais, tout à fait. Effectivement, encore dommage que Digan du coup chute, parce que ça aurait été intéressant de voir, parce que là, voilà, on peut toujours spéculer et se dire ouais, Digan peut-être qu'il gérait un peu sa manche, si Tom revenait il gérait un petit peu, et puis peut-être que arrivé en dessous de la barre de je sais pas combien de secondes, tu vois, on lui aurait dit et il se serait dit ok, je vais remettre un petit coup, j'étais en train de gérer, ou peut-être pas, peut-être juste que effectivement Tom était plus rapide et que Digan était à son max. Donc c'est dur de savoir et c'est dommage qu'il soit tombé, parce que ça aurait été une victoire encore plus belle, quoi, de voir Tom aller le chercher vraiment à la régulière, quoi. Oui, mais c'est bien pour les points. Écoute, au moins ça garantit la victoire. Tom est quand même 16 points derrière Digan au championnat. Ouais. Donc ça va en motocross, il nous reste encore 18 manches qui payent des points. Donc 16 points, ça se rattrape quoi. Mais bon, c'est bien que ça aille un peu dans cette direction, parce que donc s'il en a 16 de retard là alors qu'il en a repris 3 dans la dernière, ça veut dire qu'après 3 manches il était déjà 18 points derrière, 19 points derrière. Donc ouais, ça faisait quand même pas mal de points perdus déjà en 3 manches, surtout que Digan il est fort, il est ultra constant, quoi. Pour l'instant c'est premier ou deuxième ses résultats en manche. Donc ouais. Est-ce que tu as eu une bonne surprise dans cette catégorie 250? Aimas, je pense. Là, t'as regardé mes notes là. Non, non, j'arrive pas à lire d'ici. Okay. Je vois pas ton écriture en hiéroglyphe. Non, Aimas, parce qu'il a fait quand même une grosse partie de la manche. Je saurais pas dire plus de la moitié quand même, non? En première manche, ouais, plus de la moitié. Il s'est fait doubler à 5 minutes et 2 tours, je crois, quelque chose comme ça, pour la victoire. Et ouais.
Donc non, il avait un bon rythme, il est resté devant et il a tenu ses tours. On s'attendait pas spécialement à le voir là directement et concurrencer. Enfin, surtout qu'en plus, ça intervient après le supercross. Après, on sait que le motocross, c'est quand même plus naturel pour la plupart. Mais du coup, c'est plus naturel pour la plupart, justement. Ouais. Donc c'est difficile de se dire quand même si les gars, ils ont tous grandi sur des terrains de motocross, donc le supercross, ça va être plus dur. C'est dur de se dire, bah lui, du coup, il va être devant parce qu'ils ont tous, enfin voilà, on dit Digan, Kitchen, machin, enfin, ils ont tous grandi sur un terrain de motocross à l'origine. Donc c'est difficile de se dire, ouais, bah, c'est Rami en motocross, pas comme un Vial, justement, qui a fait du GP d'abord. Dans sa carrière et qui n'a quasiment jamais roulé sur un terrain de supercross avant ça. Lui, c'est assez facile de dire en supercross ce sera plus dur, c'est Rami en motocross. Mais pour un Aymas qui est quand même Je crois que Aymas, c'est que sa deuxième année chez les pros, ou peut-être que c'était que sa deuxième année en supercross et c'est peut-être sa troisième année en motocross. Et l'année dernière, il me semble qu'il a raté pas mal de courses de supercross avec des blessures. Donc à ce stade de sa carrière, c'est peut-être aussi normal d'avoir plus cette différence, un peu comme Digan l'année dernière, où en supercross, il n'avait pas fait beaucoup de podiums non plus, même s'il a fait une saison quand même vachement solide. ouais. Et par contre, en motocross, il a gagné des courses tout de suite, et jusqu'à sa casse mécanique, il était en course pour le titre. Ouais. Ouais, pour des pilotes vraiment très jeunes, c'est peut-être plus normal aussi de voir cette différence comme pour un pilote européen qui vient, quoi. Bah, jeune et américain aussi, je pense, du coup. Parce que, comme on l'a dit, quoi, ils ont grandi sur ces terrains-là, ils s'entraînaient sur ces terrains-là, les courses en amateur, elles se passent sur ces terrains-là. Donc au final, ils ont cette petite. Alors qu'en supercross, en réalité, tout est vraiment nouveau. Donc c'est à chaque fois des pistes nouvelles. Donc quand tu as commencé, du coup, forcément, après le motocross, bah, déjà, il y a un apprentissage à faire. Et puis en plus, il y a l'apprentissage de la piste à chaque fois. Et puis bah, après, de toute façon, c'est ce qui fait la différence aussi entre les pilotes, c'est qu'il y en a qui ont plus d'aisance que d'autres à apprendre plus vite et à progresser plus vite. Donc non, ouais, c'est une bonne surprise de l'avoir vu devant. Ouais, bah, je suis d'accord. Aymas aussi, c'est la surprise que j'avais notée. D'autant plus que, enfin, si on s'attendait à avoir une Honda en 250 devant, on aurait pensé à Shimoda, quoi. Et, Mais j'ai oublié qu'il était là, lui. Non, Shimoda, mais qu'est-ce qu'il fait lui en ce début de saison? alors, ça il paraît qu'il est blessé à la cheville. Ah ouais. Et bon, bah, faut croire que ça l'handicape plus que ce qu'on a envie d'admettre nous-mêmes, tu vois, parce Ouais. que c'est vrai que je regardais, il fait 4e temps aux essais, il me semble, et en manche, il fait 6 et 8, je crois. Laisse-moi sortir les résultats. 7 et 5 en manche à Hangtown, avec effectivement le 4e temps aux essais, et seulement 8 dixièmes, enfin 9 dixièmes derrière Casey Cochran, Ah oui, ça, c'est pas le petit rookie. Ouais. Bah, encore une fois, ça illustre un petit peu le fait que, ouais, comme on dit, un pilote jeune américain qui a probablement aussi peut-être roulé sur ces terrains-là pendant son parcours amateur et qui arrive très à l'aise en motocross. Et bon, à Supercross, il a fait quelques courses à la fin, je crois, cette année en Supercross. Ouais. Mais je me demande s'il n'a pas commencé l'année en futur comme Digan l'année dernière, je crois. Mais il n'a pas fait tout le championnat Supercross d'aucune des deux côtes. Mm. Et déception en catégorie 250 Du coup, on pourrait dire Ouais. Shimoda. Hein. Réponse facile, Shimoda. Ouais, non, à part Shimoda. Mais c'est vrai qu'en vrai, la suite du classement, du coup, je sais pas, ouais, tu pourrais peut-être me la dire parce que à part les trois Alors, premiers, du coup. tu c'est vrai tu veux pour le classement du championnat ou Non, du de- général que... d'Hangtown? Ouais, General Dangtown. Alors, donc Digan, Vial, Kitchen, c'est le podium. Aymas finit 4 en faisant 2-4. Donc, Kitchen a bien fait 3-3. Mhm. Shimoda, 5e du général avec 7 et 5. Pierce Brown, 6 avec 5-10. Swole, 7 en faisant 8-8. Ty Masterpool est 8e du général en faisant 6 et 11. Julien Baumer est 9e en faisant 9-9. Et Casey Cochran, qui avait donc fait la pole, fait 12-12 en manche pour la 10e place de la journée. Ouais, bah non, au final, je trouve qu'ils sont un peu chacun à leur place, quoi. Au final, enfin, il n'y a rien qui me choque dans les résultats. Les trois premiers, du coup, qu'on peut un peu intervertir de manière égale, quoi. Enfin, je pense que c'est ce qui va se passer durant le championnat, mais les autres derrière, bonne surprise de Aymas, et après, déception, bah ouais, Shimoda qui soit là, c'est vrai qu'on s'attendait à le voir se battre aux avant-postes avec les trois autres. Mais à part ça, pas spécialement de déception.
Bah, moi j'ai été un petit peu déçu quand même de Levi Kitchen qui avait rien pour Digan, mais alors rien du tout j'ai trouvé ce week-end. Il s'est fait doubler dans la première manche et en deuxième manche, bon, il est parti un peu plus derrière, mais il s'est même fait déposer par Vial et il n'a même pas été suffisamment proche pour capitaliser sur la chute de Digan, donc je trouvais ça dommage. Je m'attendais à mieux. Après, peut-être que ouais, ces terrains californiens, c'est peut-être pas sa tasse de thé. En Supercross, c'est là où il a vraiment dominé de fou. On se rappelle, c'est la course à Seattle qui était truffée d'ornières, une piste toute molle. Peut-être que c'est plus les terrains de la côte Est qui vont favoriser Kitchen. Ouais, non, effectivement, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion quand même durant la course. C'est vrai qu'il était, là, il était clairement en dessous, quoi. Il s'est fait déposer. On l'a pas vu en plus, même avec la même agressivité que la première épreuve. Où là, on le voyait mettre la moto en travers partout et tout. Là, c'est vrai que j'ai senti un peu moins à l'aise. Mais du coup, c'est pour ça à la fois que j'en suis pas déçu. Je pense que je l'ai interprété un peu de voilà, justement, il est pas à l'aise sur la piste et pouvait pas donner mieux. Il en était conscient, donc en gros, il a sauvé les meubles quoi, sur celle-ci. Après, je serais un peu déçu si ça se répète parce que c'est vrai que, comme je t'ai dit, moi je me vois un peu intervertir les trois tout au long du championnat quoi. Et ce serait dommage que par contre il ait ce niveau-là en fin de compte. Jusqu'à la fin du championnat. Quoi. Ouais, mais Carmichael dit toujours qu'on gagne un championnat sur ses mauvais jours. Et c'est sûr que par contre, si 3-3 c'est un mauvais jour pour Kitchen, c'est un bon moyen de sauver des points. Et en déception aussi, j'ai noté la moto de Savacci. Parce que Savacci était quand même bien placé en première manche. Il avait fait un départ correct. Il avait fait deuxième chrono aux essais. Et alors, il faut savoir qu'apparemment, Savacci, lui, dans son contrat, il a un bonus pour la pole position. Donc, ça fait 2 semaines de suite qu'il fait deuxième aux essais. Alors que s'il fait 1, apparemment, il y a un petit chèque qui arrive. Ah ouais. Donc, de ce que j'ai entendu dire. Et donc, Savacci, dommage la moto, quoi. Enfin, après, on en parlait un petit peu déjà la semaine dernière sur l'épisode précédent, que c'est Triumph, c'est leur première année, c'est un projet en cours de développement. C'est normal, je me rappelle Husqvarna quand ils avaient été rachetés par KTM. Et en 2016, ils avaient peut-être été rachetés un peu avant, tu vois, mais en 2016, en mondial, ils avaient eu pas mal de casses mécaniques, il me semble, en MX2. Et là, on sait ce qu'elle a eu exactement ou pas fais attention. Il me semble qu'à la télé, ils ont dit que c'était a priori potentiellement un problème électronique. De toute façon, tu sais, maintenant, c'est un peu l'excuse. Ouais, c'est ça. C'est un problème électronique. Et puis surtout, ils ont dit on n'a pas le temps de creuser plus que ça, on change le moteur. Quoi. Ouais. Mais ouais, Savacci a dit qu'elle commençait à faire des trucs un peu bizarres et puis qu'elle a fini par s'éteindre, je crois. Donc oui, enfin en tout cas le moteur s'est pas bloqué ou quoi, donc il a pas cassé une pièce à l'intérieur, je pense. C'est dommage parce que du coup après il finit 35e, il est classé 35e de la manche, donc 35e place sur la grille en deuxième manche. Compliqué de prendre un bon départ, il finit 7e de la deuxième, mais j'espère du coup qu'on va voir du coup la puissance des Triumph en altitude semaine prochaine et j'espère qu'il va pouvoir nous faire 2 bons départs et nous montrer de quoi il est capable. Ouais. On va passer au sujet principal, les 450 et la fin de la série de victoires de Jet. Comme tu l'avais pronostiqué sur l'épisode précédent, tu avais mis Sexton gagnant pour Hangtown, c'est exactement ce qui s'est produit. Allez, première question, est-ce que Sexton a battu Jet ou est-ce que Jet a battu Jet? Moi je suis plein d'émotions différentes sur cette course du coup parce que... Attends, excuse-moi, je vais te couper 2 secondes parce que tu disais que tu voulais des dépassements et tout ça et de la bataille entre Jet et plus Sexton parce que c'est lui que tu voyais être capable de rivaliser. Bon, du coup, Sexton gagne. La course, on l'a vu, tu vas développer un peu. Mais déjà, est-ce que tu es satisfait de la course que tu as vue ou est-ce que tu termines... je sais pas si tu as regardé samedi en direct ou dimanche matin, mais est-ce que tu vas te coucher du coup après la course samedi un peu frustré de ce qui s'est passé quand même? Non, quand j'ai vécu la manche, la deuxième manche de Sexton, j'ai été à fond tout le long et je m'attendais de toute façon. Au début, j'étais un peu. Je me suis dit, alors, Jet, comment ça va se passer la deuxième? Parce qu'en plus, il y avait un bon rythme quand même au début. Je crois qu'il est passé 2 assez rapidement. Et au final, après, il a reperdu du terrain, arrivé à la mi-manche, visiblement, trop de douleur et trop compliqué de maintenir le rythme. Mais du coup, quand je le voyais faire des dépassements et tout, je me suis dit,
il va peut-être quand même être là pour la victoire. Ouais. Et puis après, bah voilà, il a perdu du rythme et donc on nous montrait Sexton qui remontait. Je regardais le tableau aussi là, il remontait assez vite. Et quand il est arrivé vers Jet, bah, je savais qu'il allait pas avoir de bataille quoi. La vitesse à laquelle il est remonté sur lui, il allait déposer comme les autres quoi. Mais jusqu'au dernier tour quoi. Donc il en a doublé vraiment de tous les tours jusqu'au dernier tour pour aller la gagner. Et non, il a fait une manche de fou là. Et du coup, je suis juste un peu frustré de. Mais voilà, j'aurais aimé que Jet il se plante pas. Et là, on avait peut-être the bataille quoi, à avoir. Si Jet se plantait pas, le niveau que Sexton avait là, je pense qu'il y avait match entre les deux, tu vois. Mais encore une fois, on spécule, on n'en sait rien parce que l'autre il s'est satellisé. Et du coup, bah, dans la douleur, là, voilà, il est pas à 100%. Et comme l'a dit Sexton, il espère qu'il va revenir à 100% et que. On puisse vraiment, enfin tu vois, et tu vois c'est ça ce que j'aime chez lui, c'est que je pense que c'est pas juste pour faire joli devant la télé que Sexton il dit ça, il veut vraiment battre à la régulière, tu vois, lui alors il est content voilà, comme quand il a gagné le titre aussi de Supercross sur la blessure de Tomac, bah, c'est un titre Supercross 4,50, enfin il a quand même gagné des courses, il a montré qu'il était là, c'est pas comme s'il avait pas gagné de l'année et puis là bah, ils sont tous tombés devant moi, j'ai gagné donc comme dit Reed, il faut être dedans pour le gagner quoi. Et voilà, c'est ça, c'est que je veux dire, il y en avait 20 autres derrière hein, qui attendaient la place et qui auraient bien aimé que tout le monde tombe un par un devant pour avoir le titre, donc ça n'a pas été le cas. Et tu vois quand même qu'il veut, il veut gagner à la régulière et que quand il te dit j'espère qu'il sera remis à 100% et qu'on pourra avoir une bataille, c'est qu'il a vraiment confiance, comme il le dit lui, en sa vitesse. Là en sa moto, visiblement il y a de bons réglages et tout, pour se dire mais je suis à la hauteur et j'ai pas besoin justement qu'il tombe, qu'il fasse des erreurs pour gagner. Et il veut le battre à la régulière et j'espère vraiment qu'il sera remis à 100%, que les deux partent devant, que Sexton ne fasse pas sa petite chute quand même au début, parce que moi quand j'ai vu ça mais tu vois je suis saoulé, genre comme en Supercross il y a des moments où il était super bien et tout, tu l'as vu en qualif, tu vois dans la finale il y a eu des moments où il remontait et tout, et bam une glissade, enfin la spéciale un peu quoi, une glissade et donc là c'est plus les mêmes glissades qu'avant où quand il est premier tout seul en tête. Puis il a perdu l'arrière cette fois, c'était pas l'avant. Où il est tout seul en tête, là c'est l'inverse, il a un gros rythme, il revient et du coup tu te dis oh là il va aller jusque devant et bam encore une petite chute, une glissade, une bêtise là qui fait que au final il y est pas. Et donc quand j'ai vu ça en deuxième manche, je fais il abuse là. Et puis bah après on montait de fou et tu vois on disait qu'il était à l'aise, des fois il rentrait un peu en glissade dans des ornières et tout, mais moi j'ai cru qu'il allait s'en prendre quand même plus d'une parce que il y a des moments où justement il arrivait, il était un peu en catastrophe quoi, il changeait encore de ligne au dernier moment en glissade, le pied qui traîne à bout de bras et tout, mais tu voyais que il était quand même en confiance et il allait de l'avant, il avait la dalle quoi. Et non c'était incroyable, juste déçu que Jet du coup n'ait pas été à 100% pour avoir une vraie bataille entre les deux, parce que là au final c'était beau, c'est une belle remontée parce qu'il revient de tout derrière, mais avec personne il y a eu de match quoi. Tu vois, je veux dire, là du coup Chase était complètement au-dessus du lot. Voilà, tous ceux sur qui il est revenu, il les a déposés et puis il a pas passé 3 tours à les dépasser quoi les gars. Donc au contraire, il en prenait 3 en un tour la plupart du temps. Non, c'est vrai que pour revenir à ce que tu dis, je pense effectivement aussi que c'est pas juste de la politesse et du fair play quand il dit qu'il veut que Jet soit à 100% à la prochaine course. Je pense qu'il y a un petit côté, c'est une question de fierté aussi, pas d'ego, mais de fierté. Tu sais, on dit souvent pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Et là, il a été le meilleur, mais bon, il a battu le meilleur, il avait qu'une jambe, quoi, limite, tu vois. Donc oui, il y a je pense, même je pense que c'est même pas pour se prouver ou pour que les gens autour ne parlent pas, mais c'est juste lui. Il est aussi conscient en fait de tout ce que les gens vont dire, de toute façon il en est conscient et il veut avoir cet accomplissement là d'avoir réussi à battre Jet à la régulière et c'est pour ça qu'il travaille. Donc c'est sûr que quand on te le donne, c'est un peu comme l'année dernière, Jet qui laisse passer Kenny et Kenny ça l'a foutu en rogne parce que de toute façon il remontait et tout et il a pas envie de gagner parce qu'on le laisse gagner quoi. Et là Jet c'était pas du tout intentionnel de laisser Chase ou qui que ce soit d'autre gagner, mais ouais c'est sûr que tu préfères y aller à la régulière plutôt que ça te soit servi sur un plateau d'argent. Chase, il y a des moments où c'est vrai moi aussi il m'a fait peur quand même, genre tu voyais qu'il était à bloc, il a tout laissé sur la piste, mais lui en interview il dit il n'y a que eu un ou peut-être 2 moments où j'ai fait des petites erreurs, mais sinon je vois pas trop. C'est vrai que les gens me disent ça, mais bon, je pense que lui il était tellement dans la zone comme ils disent que il a blackout quoi, il s'en souvient pas, mais ou il s'en est même pas rendu compte peut-être sur le coup parce qu'il était trop focus sur aller devant. Mais il y a des moments où il était vraiment chaud quoi, c'est passé près.
Mais ouais, trop fort. On va décortiquer un petit peu plus. Alors ouais, déjà, est-ce que tu penses que Chase il va aller au bout? Parce que là, j'avais noté, je crois qu'il il a 24 points d'avance sur Jet, du coup, il me semble que j'ai entendu. Laisse-moi sortir les points. Chase Sexton 90, Jet Lawrence 66. Donc c'est exactement ça, 24 points d'avance. Encore 18 manches, 9 courses. Est-ce que tu penses que les 24 points d'avance et cette chute de Jet, c'est tout ce dont Chase avait besoin pour s'assurer de gagner le titre? Tout, non, parce que rien n'est quand même joué d'avance. Mais moi, je pense quand même que là, ça a marqué un tournant, quoi. C'est que là, ça va changer. Et je suis pas persuadé qu'on voit Jet dominer. Je vois plus. En quelque sorte, il a un peu dominé quand même le Supercross. Mais tu vois, là, je le vois plus se tourner comme le Supercross. Surtout la deuxième moitié, en fait. Je trouve que Jet, sur peut-être les 10 premières épreuves, il a fait des petites erreurs et tout. Et il a eu du mal un peu à trouver cette régularité. Et après, il s'en est sorti à vraiment, même quand il fait des erreurs, rattraper pour pas les cumuler et perdre plus de points que nécessaire et gagner à chaque fois qu'il en avait l'opportunité. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il va plus, il va moins se sentir intouchable. J'imagine que dans tes notes, on passe sur sa chute à un moment donné, non? Ouais, on va donc parler. je développerai à ce moment-là. Mais non, du coup, je pense pas que ce soit les 24 t'as dit 24 points. Je pense pas que ce soit les 24 points là qui font que voilà, Sexton il a le titre et tout, rien n'est joué. Hunter est bon aussi. Et Sexton, on le voit faire des erreurs, donc il est loin d'être intouchable, tu vois. Donc je te dirais pas tout de suite, ouais, il va le gagner. Je me prononce pas, mais je pense que par contre, on va voir maintenant des courses intéressantes, qu'il y a match et qu'il y aura match tout au long de la saison, même quand Jet sera revenu à 100%. Je pense qu'il y aura quand même match et on verra plus de dominance pareille cette saison. Je pense, c'est comme ça que j'imagine la suite. Alors, c'est vrai que de toute façon, si on suppose que Jet il gagne les 18 manches qui arrivent, ce qui est quand même possible puisqu'il en a déjà gagné 24 de suite. Donc si on reste d'abord sur un purement théoriquement comme ça, la différence entre premier et deuxième, c'est 3 points. 3 x 18, j'ai calculé très vite fait pendant que tu parlais, c'est 54 points. Donc du coup, même si Chase faisait tout le temps 2, ça suffit pas du tout pour gagner le titre. Maintenant, je suis pas persuadé déjà qu'on ait un Jet à 100% le week-end prochain. Non. À mon avis, Jet gagne pas dans le Colorado là, à Thunder Valley. Je pense qu'il va encore sentir un petit peu les effets de sa chute. Et je pense même qu'on retrouve pas un Jet vraiment à 100% après le premier break. À mon avis, peut-être que physiquement, d'ici 2 semaines, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a, mais a priori, il n'y a rien de majeur. Mais peut-être que physiquement, d'ici donc 2 semaines, il est à 100%. Mais je pense que tant qu'il n'aura pas eu ce break, il a, comme tu en parles un peu, dans sa tête, à mon avis, il est un peu plus vulnérable qu'il ne l'a été par le passé. J'imagine, après, mentalement, c'est quelqu'un de fort quand même. Peut-être qu'il va tout de suite se dire non, même je suis qu'à 50% physiquement, mais je vais tous les battre. Hein. Mais c'est vrai qu'en plus, avec Chase qui est très très fort et Hunter qui est aussi très costaud, ouais, Jet, ça va être. Est-ce que du coup, Jet, est-ce que ce serait toujours ton favori pour le titre après ces 2 épreuves ou est-ce que tu penses que Chase a un peu plus pourcentage de chance? Je reviens toujours au même. Dissocier ce que j'ai envie de voir, ce qui va se passer, ce qu'il voit, c'est dur. Mais ouais, et puis ça dépend aussi beaucoup justement du rétablissement de Jet, quoi. Est-ce que s'il a vraiment rien, juste des bleus, peut-être que voilà, le week-end prochain il va quand même être bien courbaturé et il sera pas à 100%, mais dans ce cas peut-être que la semaine d'après ça ira déjà mieux, il sera rétabli à 100% et dans ce cas il pourra dérouler son pilotage. Mais ça m'empêche que ouais, je sais pas dire entre les deux, ça va se jouer entre les deux. Mais maintenant sur qui je mettrai le billet, je pense qu'il y aura un match jusqu'à la fin de l'année et c'est ce que j'espère aussi, que ce soit serré entre les deux, qui se partagent, quitte à ce qu'ils se partagent la plaque rouge à certains moments, quoi, mais vraiment et qu'il y ait de la bataille, vraiment de les voir les deux partir en même temps au même endroit, quoi, et que ça se double là, de voir justement ce que Sexton veut voir aussi. Il veut le doubler à la régulière, il veut le battre à la régulière, qu'il le batte à la régulière, tu vois. Et
enfin, qui se battent tous les deux à la régulière, sans qu'il y en ait un qui ait fait une glissade avant, l'autre qui se soit satellisé ou quoi que ce soit. Mais ouais, non, pour répondre à ta question, parce que je m'écarte toujours un peu, je mettrais du 50-50 là. À ce stade, après avoir vu deux courses, je dirais 50-50 entre Chase et Jet. Ouais. Et bon, au championnat actuellement, devant Jet, on a Anderson, un seul point devant, Cooper et Plessinger qui sont tous les deux à 69 points, donc 3 points devant Jet. Et ensuite Hunter, lui, à 82 points, ce qui fait 16 points devant Jet. Mais je ne les vois pas finir devant Jet à la fin de l'année. À moins que. Enfin, après Jet, il peut toujours se refaire mal ou quoi. Mais, non. Mais si Jet finit le championnat, fait toutes les courses, à mon avis, il finit soit 1, soit 2. Ouais. Et pareil pour Sexton. On va en venir du coup à la fameuse chute de Jet. Alors, il faisait un triple aux essais. C'est la première question que j'allais te poser parce que j'entendais les commentateurs et tout. Moi, j'ai pas vu les essais. Donc est-ce que là, il le faisait aux essais en fait à cet endroit-là? Oui, c'est ce triple-là qu'il faisait aux essais. Alors, déjà, il dit triple. Moi, j'en vois que 2 des bosses aussi. Alors, donc tu as un premier double avant. Tu as vu où ils atterrissent pas mal dessus avant ce saut où il est tombé. Et ensuite, je crois qu'ils l'ont un peu damé en fait pour les manches. Mais donc aux essais, ça faisait vraiment un premier dôme, tu as un petit dôme au milieu et ensuite tu avais un deuxième, un troisième un peu plus de la même taille que le premier, mais donc personne atterrissait derrière quoi. Et donc oui, ils ont appelé ça triple parce que souvent la plupart des pilotes atterrissaient derrière le petit deuxième et ensuite enroulaient et donc faisaient double 5. Donc oui, ils le considéraient comme un triple et donc ouais, il sautait tout le truc d'un coup, il l'a fait à plusieurs reprises aux essais, dans les 2 séances d'essais je crois. Je crois avoir entendu dire que Digan l'a tenté aux premiers essais et puis c'était tout, en 250. J'ai pas vu. Mais si j'ai bien compris, j'ai entendu dire ça. Mais donc, ouais, Jet faisait ce triple aux essais. Et puis ce qu'ils montraient, ils avaient fait un comparatif avec Sexton qui justement faisait double simple, aller à l'intérieur. Jet faisait triple, aller à l'extérieur dans le virage. Et après, du coup, avait plus d'élan dans les vagues. Et il se rendait compte que en fait, juste faire triple extérieur, si tu sortais à la fin du virage, c'était pas tellement, tu gagnais pas tellement de temps, mais que c'était à la sortie des vagues que là, du coup, tu te retrouvais à avoir gagné un peu de temps quand même. Donc, aux essais, Jet est moins d'une seconde plus rapide que Jason Anderson et il est moins d'une seconde plus rapide que Chase Sexton qui est 4e. Donc en faisant ce triple, en fait, le différentiel de temps n'est pas aussi élevé que ce qu'on a pu connaître par le passé. Et tu vois, j'aurais bien aimé, j'ai pas vu, du coup, j'ai pas regardé les essais, je l'ai pas vu se faire ce triple en fait, même aux essais quoi. Ok. Donc ouais, j'aurais bien aimé le voir pour comparer un peu parce que, enfin, là on va y venir, mais il se sert encore un peu d'un trou quoi en fait pour le sauter en manche. Donc si tu me dis qu'il le faisait aux essais c'était peut-être libre, mais du coup je le trouve assez arrondi. Je vois difficilement comment il atterrit derrière, enfin comment il tirait dessus pour aller... Alors a priori la première bosse surtout était un peu moins plate aux essais. Et donc je pense que les premiers essais il arrivait à vraiment bien passer le premier double propre et juste avec le coup de gaz et en servant bien de ses suspensions, même sans trou il arrivait à le passer. Et après deuxième essai... Tu l'as vu toi le sauter ou... Je crois que j'ai vu des replays, ouais, mais alors c'était deuxième essai, c'était déjà un petit peu défoncé et honnêtement j'en ai pas souvenir. Je sais pas si je l'ai vu, peut-être. Mais du coup, pourquoi tenter ça dès le premier tour? Tu vois, James disait, je suis surpris qu'il l'ait tenté dès le premier tour de la première manche alors qu'il était en tête. Pourquoi faire ça? Parce que moi je pense qu'il était un peu sur un nuage en fait quand tu es à 22-0 tout ce qu'il fait nous de l'extérieur c'est perçu avec une aisance, une simplicité et justement je pense que s'il est capable de sortir des sauts comme ça, de sauter dans des trous, enchaîner les virages tout debout sur un pose-pied etc, c'est que même lui il est suffisamment à l'aise pour le sortir et il se sent pas en catastrophe à aucun moment quand il tente un truc comme ça et donc il a jamais raté au final, enfin tu vois, où il va faire une petite erreur mais il a jamais raté comme ça quoi, il s'en est jamais pris une. L'année dernière je crois que ça se compte sur les doigts d'une main le nombre de chutes qu'il a faites
Moi, je me souviens de celle où Roxen avait fait une pige justement sur la course, il est tombé. Je crois Roxen a dépassé, il s'est relevé, il est reparti, il a quand même gagné. En manche, je crois que c'est sa seule chute de l'année à Jet. Voilà. Après, je sais qu'il a fait quelques glissades aux essais. Je me souviens avoir vu des vidéos, en général, quand c'était un peu mouillé aux essais et tout, une glissade dans un virage, enfin rien d'exceptionnel, c'était pas en tentant un truc de fou ou quoi. Donc, ouais, je pense que tout ce qu'il faisait, il le réussissait et qu'il se sentait un peu sur un nuage, un peu. Justement non vulnérable, quoi. Je sais pas si ça se dit trop, mais ouais, un peu invincible, quoi. ouais, voilà. Et du coup bah, c'est passé aux essais, donc je te dis, je peux pas trop parler, j'ai pas vu comment c'était aux essais, s'il se servait vraiment juste d'un appel de saut ou si quand même il cherchait un trou, un truc comme ça. Mais là, moi, quand je l'ai vu faire en manche en tout cas, je me dis, mais là par contre il a complètement, autant il a justement cette capacité de s'adapter super rapidement justement pour aller faire des sauts, parce que la piste elle se détériore au fur et à mesure, donc au fur et à mesure de la manche il arrive à faire ses adaptations pour, au final, avant je driblais là-dedans, maintenant il est suffisamment gros pour que j'en saute 2-3, que je prenne le virage ensuite, que là, enfin avec un trou tu peux pas faire un saut énorme comme ça. Et tu vois, moi c'est le point sur lequel je suis pas totalement d'accord, pour faire un peu le comparatif avec DV, quand il râle, quand les mecs ils font pas 4 dans les whoops, mais quand tu as une whoops où c'est super raide comme ça, tu vois, mais plus tu arrives avec de la vitesse, plus tu as le papa, tu vois, le kick qui se produit. Et du coup, en fait, oui, la 450, elle a la puissance peut-être pour en sauter 6, tu vois, enfin, peut-être pas en sortie de virage, mais par exemple, on oublie de virage, et que, en mode, on imagine, on travaille une série de whoops, sans virage avant, sans virage après, juste la série de whoops. Donc tu peux prendre l'élan que tu veux un peu pour, voilà, tu t'es bien en ligne, comme ça, tu vois, on oublie le virage, comme ça on simplifie. Bah là, la 450, elle a sûrement la puissance pour aller sauter 6 whoops, tu vois, peut-être. Sauf que quand tu as une whoops là, comme ça qui est super raide, au bout d'un moment, donc tu as avec certaines vitesses tac-tac que tu peux compenser avec ton corps, tu vois, quand ça va taper et que ça va aller taper derrière, après tu compenses avec la position du corps. Mais à un moment donné, quand tu arrives trop vite dessus, papa, ça va de plus en plus vite, tu vois, cet effet-là, et tu peux pas le compenser avec la position du corps que tu vas avoir. Tu peux pas t'adapter suffisamment pour rétablir l'assiette de la moto quand tu rencontres un dôme comme ça, tu vois, enfin un truc très raide. Et donc, il y a certaines whoops sur lesquelles tu peux pas les sortir les 4 parce que tu vois, c'est trop raide. Et en plus, quand il se détériore après, ça rajoute de la difficulté, etc. Mais je pense pas que ce soit possible sur toutes les whoops selon la taille et surtout la raideur qu'elles ont, tu vois. Et là, c'est pareil, genre un trou, du coup, t'arrives essayer de faire un triple avec bah, justement ça d'appel de saut ou une grande rampe, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que je te dis, tu vois, j'aurais bien aimé voir les essais, parce que si aux essais ils se servaient vraiment de l'appel de saut pour comprimer, comme un saut classique, quoi, un appel de saut, t'as l'appel, la réception, compression, et arrive à la fin ça se décomprime, ça t'envoie en l'air, c'est suffisamment long, tu vois, il n'y a pas de kick qui se passe sur un appel bien fait classique d'une table. Ben, sauf que là, quand tu prends un trou et que du coup tu réduis l'appel, en gros il a pris un appel tout petit, donc ça commence à monter, et là ça fait tac tac, bah tu peux pas envoyer un saut énorme ou quoi que ce soit. Et donc là, pour moi, c'était pas possible de sauter avec ce trou-là à n'importe quel moment. Tu vois, c'est pas qu'il a fait une erreur dans la prise de ce trou, c'est que moi, selon moi, là, même s'il revient en arrière, il se blesse pas, il réessaye, il travaille dessus, tu peux pas juste avec le trou aller atterrir derrière, quoi. Peut-être qu'il va le prendre en wheel tap. Ouais, comme tac tac, et faire comme il a fait un peu là. Mais tu vois, non, même là, c'est que c'était tout arrondi. Ce qu'il a fait, c'était pas sur un truc très court, raide. C'est que là, ça tac tac, c'est. Après, du coup, peut-être qu'il est arrivé trop vite pour le tenter et que le timing du coup de la suspension. Parce que tu vois, pour revenir très rapidement à ce que tu dis vis-à-vis des whoops, peut-être que en prenant ce que tu dis, des fois tu arrives trop vite et du coup tu peux plus gérer et tu peux pas forcément aller sauter 4. Peut-être qu'il vaut mieux arriver un peu moins vite sur tes whoops, mais faire 4, tu vois, en utilisant la puissance de la moto. Et comme ça, à la fin de la série de whoops, tu as gagné du temps par rapport à je suis arrivé super fort dedans, mais après j'ai fait 3-3-3, quoi. Ouais, mais sauf que tu arrives à un moment justement où le rapport que tu dois avoir entre la vitesse pour atterrir suffisamment loin et bah, la taille de ta whoops, en fait, c'est que ça devient physiquement plus possible, en fait. Tu vois, c'est comme là, le trou, c'est que pour atterrir derrière là-bas, avec tel angle, enfin là, c'est des calculs après de trajectoire et tout qu'il faut refaire, on va retourner au bac-S en physique, mais... Parce que tu vois, oui, mais alors là par contre, quand DV il parle de faire 4 dans les hoops, tu vois, il y a toujours un mec sur les 20 qui le fait, souvent c'est Jet ou Digan, ou Webb parfois, et les autres le font pas, donc tu vois là,
tu pourras pas lui dire ouais mais la physique fait que tu peux pas le faire dans ses whoops, tu vois. Non, mais enfin, je trouve que cette année c'était différent par exemple sur les whoops aussi. C'est que enfin, on les a vus, ils sont neufs, plus petits, plus ronds, enfin, ils sont plus propices justement à le faire. Mais sauf qu'il y a des fois, il y a eu des années où on a eu des whoops, et il en parlait déjà, des whoops qui sont soit. Enfin, quand la whoops elle est très raide. Après, si la whoops elle est très raide, les mecs ils ont qu'à dribbler, il faut arrêter de Oui. sauter en vrai. Oui, mais. Non, mais il y a cet aspect physique où c'est pas possible, quoi. Ça te fait l'effet papa automatiquement, et plus tu vas arriver avec de la vitesse, plus cet effet-là va être accentué. Et donc là, en fait, non, quand tu regardes, enfin, je crois que c'est Stewart, il disait qu'il a manqué la compression de la moto, mais en fait, ça va trop vite. Donc, sur un trou, à la vitesse à laquelle il arrive, la fourche ne pourra jamais se comprimer totalement pour se décomprimer et l'envoyer suffisamment haut et loin pour atterrir derrière, tu vois. C'est que plus tu vas arriver dessus, plus effectivement, bah voilà, tes suspensions, elles vont dribbler le trou, et elles vont pas pouvoir s'imprégner dedans et ressortir, tu vois. Des fois, ça le fait sur des appels de saut qui sont un peu mal faits, où la transition en bas, elle est très raide, et donc tu as un appel quand même assez long comme ça, tu vois. Mais la transition en bas, elle est très raide. Elle est d'un coup, tu vois. Bah, quand tu arrives dessus, du coup, tu as les fourches qui se compriment à fond là, et qui se décompriment au milieu de la bosse. Ça fait un peu comme un double appel quand tu commences. Tu décolles avant la crête. Tu décolles un peu avant la crête, c'est un effet bizarre. Bah, ça rejoint un peu ce truc là, tu vois, c'est que c'est très raide et la transition en bas est mal faite. Donc ça se décomprime trop rapidement. Là, c'est pareil, tu arrives sur une whoops, bah, soit tu vas moins vite et dans ces cas-là, tu as le temps de faire rentrer tes fourches dedans pour se les faire comprimer dans le creux, parce que c'est ça, elles doivent se comprimer dans le creux pour se décomprimer de manière optimale, tu vois. Se comprimer dedans et se décomprimer ensuite. Mais quand tu vois la longueur du saut qu'il veut faire, t'es obligé d'arriver vite. Enfin, tu vois, t'as le facteur vitesse que tu ne peux pas négliger, tu vois, que tu peux pas ralentir là. Là, s'il ralentit, il atterrit jamais derrière, il va aller plus haut. Mais peut-être qu'avec la puissance d'une 450, en arrivant un peu moins vite, il aurait pu atterrir derrière et pas se rater. Avec un trou, moi ça me paraît physiquement là, pas possible, tu vois, de la physique du monde dans lequel on vit, avec la gravité telle qu'elle est, c'est pas possible, quoi. Enfin, mais, selon moi. Si on revient, donc tu vois, la semaine dernière, on parlait de quand il cabrait pour sauter au-dessus du Dragon Back. Là, ce week-end, il y avait le triple. En plus, si je me souviens bien, l'année dernière, en outdoor, il avait pas tellement. Il faisait des trucs que personne faisait, mais c'était plus comme ça, jouer avec la piste, sauter dans les petits trous au freinage, des trucs comme ça. Il n'y avait pas de gros trucs qu'il faisait que personne d'autre ne faisait. Ouais. Là, 2 courses, il y avait 2 sauts que lui faisait et personne d'autre. Donc, la semaine dernière, je t'ai demandé pourquoi les autres le font pas, tu m'as dit c'est trop dur. Est-ce que vraiment c'est juste trop dur, ou est-ce qu'il y a aussi un facteur risque que les autres prennent en compte et que lui, pour lui, c'est pas si dur donc il le fait, et les autres se disent non, je pourrais essayer, mais tu vois, le Dragon Back, si je rate mon cabrage et que je pars en arrière ou quoi, je vais me ruiner et je vais ruiner ma course. Et là, pareil, je peux essayer, mais si je foire mon freinage, que je me mets court, c'est ce qui est arrivé à Jet, exactement ce à quoi je pense quand je vois le saut et que je me dis que je pense même pas à le tenter, parce que de toute façon, si j'allais à fond, c'est ce qui va se passer, quoi. Non, mais oui, carrément, parce que, enfin, je veux dire, les gars, ils ont quand même vraiment un bagage technique énorme, et ils sont très bons, et la plupart, ils ont peur de pas grand-chose non plus, donc évidemment, quand je dis c'est trop dur, bah en fait, c'est surtout cette part de risque là, c'est que, enfin, n'importe qui, bah moi, tu me dis, vas-y, essaye, ouais, je vais essayer, donc déjà, atterrir juste faire un double, je sais pas si je cravacherai pour le faire, mais je peux essayer. Mais par contre, si je me dis vas-y, j'y vais à fond, bah tu m'enlèves ce facteur risque de se faire mal. Je sais pas, j'ai une combi en bonhomme Michelin et quoi qu'il arrive, si je me mange à 38 mètres de haut, je me ferai pas mal. Bah je peux essayer, mais du coup, je peux te dire que je vais finir par terre à 90%, tu vois. C'est que je vais essayer d'aller la tirer, sauf que jauger les gaz, comme on en avait parlé, etc., sur ce wheel tap qu'il faisait, je l'ai pas. C'est très fin, c'est très millimétré, tout ça. Je l'ai pas, et du coup, je vais envoyer la sauce comme ça, je vais me retourner, tu vois. Et donc, c'est évidemment qu'il y a ce facteur risque. Et du coup, après, c'est aussi toujours de comparer à gain de temps. On en parlait avec Vial en Supercross aussi. C'est que pour le coup, en Supercross, c'est assez évident. Quand les mecs ils sautent une bosse de plus, ils sautent une bosse de plus, tu vois. Et donc, mais lui, il dit bah ouais, mais moi en faisant 2-2-2, au lieu de faire triple-triple, je passe moins de temps en l'air. Et au final, à la fin, bah, je perds peut-être un dixième. Et du coup, le triple, il est dur à sortir. Je pourrais le sortir, je pourrais le tenter, mais il est dur à faire, donc il y a un risque, en le faisant 20 fois du coup sur une finale, je sais que je prends un risque à chaque fois que je le fais,
Donc, non, je vais me contenter de 2-2 et par contre, je vais m'appliquer sur la série d'après pour rattraper ce 10e et essayer d'en gagner 2 pour être plus rapide quand même. Donc, évidemment que cette part de risque, elle est bien là et c'est ce qui va faire réfléchir les gars. C'est que quand ils voient le saut qu'il fait, c'est que je sais pas s'ils se disent je pourrais tenter, mais déjà ils sont pas sûrs d'en être capables. Enfin, de même, si Jet ne l'avait pas fait, tu vois, il l'aurait pas tenté. Et à la fin, tu sais que c'est possible de se satelliser, comme il l'a fait, tu y penses forcément, tu vois, à chaque fois qu'il y a un gros saut comme ça, tu te dis, il y a possibilité que ça fasse très mal si je me rate. Donc ça vaut pas le coup que je le tente. Je pense encore là aussi au trip que Digan faisait, alors, je sais plus le nom de la piste l'année dernière. Ah oui, à la dernière, à Ironman. Oui, voilà. Ouais. Et donc de l'histoire, c'est le premier à l'avoir fait celui-là, quoi. Enfin, depuis que la bosse d'arrivée est comme ça, en tout cas, c'est le premier à l'avoir fait. Musquin, il disait qu'ils y avaient pensé pendant des années et tout. Ouais. Ils en parlaient entre eux, machin, mais que personne n'avait eu le courage, on va dire. James, il est arrivé pour faire les commentaires l'année dernière et il disait que le matin, il a vu le saut et il l'a regardé et il a dit c'est bizarre, pourquoi j'ai jamais vu personne le faire, tu vois. Et je sais pas, genre il a vu que Digan allait le tenter aux essais ou un truc comme ça, et pendant que son Wagent il était en train de faire les commentaires et tout, lui il a complètement dérangé, il était en mode attends, regarde, il va faire le saut et tout. Il était, mais ouais, donc, James de toute façon l'aurait sûrement fait en 125, mais. Ouais, parce que j'allais dire de son temps, il y était pas c'était pas comme ça ici. Il n'y avait pas cette piste là, lui, quand il roulait. Je crois qu'il il a dit il a jamais fait de course à Ironman lui. Et tu vois, je reviens à ça, c'est le seul à l'avoir fait, mais parce que les autres, à part Vial qui nous dit que la YAM marche très fort et qu'elle a des watts. Une fusée. Il y en a d'autres des YAM, hein, Star Racing, je pense que c'est pas le plus petit team qui existe. Il y en a d'autres des YAM et les autres YAM ne l'ont quand même pas tenté. Et parce que tu as un facteur risque, si tu te mets court là sur la troisième, t'atterris en plus, c'est un peu en contrebas comme ça, donc tu arrives de très haut si tu te mets court. Mais même si tu restes sur ta moto, je pense que tu te casses une guibole, quoi. Donc tu as un facteur risque là, si tu te rates, c'est fini. Donc forcément, les mecs, ils se disent, surtout qu'en plus c'est pareil, le temps qu'ils gagnaient dessus, ils passaient beaucoup de temps en l'air. À la fin, est-ce qu'ils gagnaient beaucoup ? Obligé d'aller à l'extérieur dans le virage d'avant. Voilà. Est-ce qu'ils gagnaient beaucoup sur les autres ? Je suis pas sûr. Pas tant que ça. Donc, D'ailleurs, il gagne pas la course. À Ironman l'année dernière, c'est Shimoda, il me semble qu'il gagne. En tout cas, l'année dernière. Je sais plus, mais donc c'est sûr que quand tu compares le facteur risque, où tu sais que si tu te rates, c'est fini. Ouais. Comparé à, tu vois, c'est pas comme faire un petit double dans des trous pour prendre une ornière. Bon, là, tu te rates. Bon, au pire, après, tu rates ton ornière. Ouais, mais eux, après, ils arrivent avec une certaine vitesse qui fait que la chute peut quand même faire mal à leur vitesse, tu vois. Mais voilà, c'est quand même pas les mêmes risques que. Qu'est-ce que t'en penses, là ? Il n'y a pas de risque, toi. C'est quand même pas les mêmes risques que quand tu sens t'as un gros trip comme ça, que tu te retrouves à je sais pas combien de mètres de haut et que même l'atterrissage dans la réception, tu vois que ça tape et que les suspensions d'usine elles travaillent, quoi. Donc non, c'est sûr qu'il y a cette part de risque qui est super importante pour les pilotes. Et il faut se poser la question, est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Et donc effectivement, je pense que Jet, vu que jusqu'à maintenant tout ce qu'il faisait, il l'a réussi et qu'il était à l'aise sur sa moto, mais là je pense que du coup, c'est ce que je te disais quand tu parlais d'un tournant, je pense que là ça va lui mettre un coup, c'est que maintenant il va moins se sentir intouchable, alors pas par rapport aux autres pilotes, parce que je pense pas qu'il avait la grosse tête à se dire je suis le meilleur, personne n'a rien pour moi, tu vois. Mais par rapport à la piste, en fait, la façon d'appréhender la piste, je sais que Muscat il dit faut respecter la piste. Il disait ça parfois, souvent en parlant de Hampshire qui des fois mettait la sauce comme ça alors que la terre elle est glissante. Tu peux pas te mettre comme ça sinon tu te retournes, donc respecte la piste. Là c'est un peu pareil, quoi. C'est que respecte ta piste, c'est pas ta c'est pas ta choix la piste, tu vas pas en faire ce que tu veux, quoi. À un moment donné, il y a des choses que tu pourras pas faire, mouvant. Donc non, là c'est mais après c'est dommage, mais du coup je pense qu'il va se calmer un peu sur les trucs comme ça parce qu'effectivement c'est pas nécessaire. Et pour lui c'était pas nécessaire, mais je pense que vu que là en fait il gagnait tout, il réussissait tout, c'est un peu comment dire là. Mais à ton avis, le processus de réflexion qui est très très court en arrivant sur la descente au premier tour de la première manche, mais dans sa tête, est-ce que c'est plus le saut je l'ai fait, je suis le seul à le faire, je me fais un peu kiffer et donc j'y vais, j'aime bien faire ce saut, ou est-ce que c'est un peu je vais les démoraliser tout de suite, j'ai pas besoin de le faire, mais je vais envoyer un trip, je vais me mettre une petite seconde d'avance direct, aller prendre l'extérieur et me mettre à balle dans les vagues. Est-ce que tu penses que c'est plus
pour tout de suite envoyer un petit message de plus à la compétition qui a déjà reçu 24 courriers sur les 24 manches avant avec toutes les infos dont ils avaient besoin? Ou est-ce que tu penses que c'est plus même un truc genre, c'est lui, c'est genre, ah c'est ma trace, moi je prends le terrain comme ça et c'est ce que j'ai envie de faire pour me faire plaisir? Non, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a lui, je te dis justement, ce petit côté où il a envie de... C'était un peu pour flex. Rendre le truc palpitant, tu vois. C'est que quand t'es derrière et que tu veux. Sexton, par exemple, voilà, il avait pas besoin de sortir un saut comme ça. Le fait de dépasser tout le monde, tu vois, ce petit truc-là, justement, l'adrénaline et tout, tu vois, il l'a. Sauf que quand tu roules tout seul, tu vois, par exemple, à l'entraînement, parce que Jet, c'était un peu ça, quoi. C'était un peu un entraînement à chaque fois jusque-là. Il sort devant, il roule devant, personne n'a rien pour lui. Il fait ses tours comme à l'entraînement, il gagne, il prend son chèque et il rentre chez lui. Enfin, voilà, c'est un peu pour garder l'intérêt et pas s'ennuyer. Ouais, même nous les spectateurs, au bout d'un moment, du coup, ils nous régalent quand ils waouh, il sort un saut comme ça, et c'est pas juste il déroule, ouais, bon, voilà, on connaît, bon, c'est bon, je reviens après, puis je vérifie que justement, il n'y a pas eu un truc de ouf. Et je pense que lui, voilà, c'est pour garder ce truc-là, c'est se faire plaisir, ouais, garder le plaisir, et aussi, effectivement, c'est pas juste se faire plaisir, mais je pense qu'il y a aussi ce message-là, c'est de vous montrer devant les autres, bam, sur ça, c'est. Qu'on dise encore plus, qu'il en rajoute une couche. Tout le monde le dit déjà que c'est un pilote exceptionnel, tu vois. Il y en a plein qui le disent. Enfin, Anderson il a dit ça sera un très grand pilote, machin. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit, il l'a déjà entendu maintenant. Je pense en rajouter une couche, je serai un très grand pilote, hop, je le reprouve encore et je fais des trucs de ouf qui me font gagner du temps. Enfin, tu vois, c'est un package qui fait que voilà, il réfléchit pas deux fois, je pense, avant d'y aller. Mais c'est vrai que la semaine dernière, deuxième manche, premier tour, après 2 virages, il saute le Dragon Back. Et qu'est-ce qu'il fait sur le saut en plus, tu vois? Et après, il fait un gros scrub, il regarde son frère. Et c'est vrai que quand il réussit, on se dit pas pourquoi il l'a tenté dès le premier tour. Bah oui. Et puis. Et là, il se rate, et c'est vrai qu'on se dit pourquoi il l'a fait, c'est trop bête. Et justement, le premier tour, là, tu te dis, c'est pour faire le dépassement rapidement. Même si je pense que les anses qu'il avait sur la piste, encore une fois, il pouvait dépasser un peu où il voulait, tu vois. Il n'y avait pas que ce passage-là sur lequel il pouvait faire il était sur la droite, il y avait une table et une courbe à droite qui arrivait, et il pouvait se rebeller à l'intérieur. Voilà. Ouais, s'il ne le faisait pas là, il le faisait 30 mètres plus loin. Ouais. Et ça n'empêche qu'il l'a fait là, voilà, c'est. Je te montre. Et puis je sais pas, moi non, je ressens bien ce qu'il fait parce que on est tous un peu comme ça. Enfin, moi je me vois quand je roule avec quelqu'un ou quoi, on s'attend. Il y a une table que je passe bien, que j'aime bien, où je fais un truc un peu. Je fais un petit whip ou quoi. Allez, j'y vais, celle-là, je fais un whip et c'est pas pour montrer, regarde, je fais un whip, tu vois, c'est. Si, c'est parce que le mec derrière, il a la GoPro, on sait très bien. Non, mais c'est un paquet, c'est tiens, ouais, regarde mon whip, j'en suis fier. Le public qui a ou pas, regardez, j'ai fait un whip. Et moi, voilà, j'ai fait un whip, quand tu sautes un beau saut, le feeling que tu ressens quand tu le fais, c'est une satisfaction personnelle et t'en es fier et t'es bien dedans. Et en plus, quand t'es à ce niveau-là de compétition, c'est en plus, ouais, effectivement, c'est. Tiens, je te double sur un truc, je suis le seul à faire, ça rend le dépassement encore plus waouh, tu vois, genre il a pas fait le même enchaînement que tout le monde en amortissant un petit peu plus et du coup en étant un tout petit peu plus en bas que les autres, ce qui lui fait gagner un dixième et être devant à la fin du virage, il a sorti un saut, waouh, tu vois, t'es scotché devant, tu vois. Et là ça aurait été pareil, genre le truc waouh, le mec et tout le monde aurait fait waouh, même les pilotes professionnels qui sont même derrière la même grille de départ que lui auraient fait waouh derrière, donc ouais, je pense que c'est un package complet. Mais que là, du coup, il a pris une petite gifle et ça l'a secoué un peu. Et tu vois, je crois que c'est Dédé justement aussi qui disait ça dans le Supercross. Enfin, c'est que il a jamais. Voilà, il disait ça, il comprenait pas, ça me revient. Il comprenait pas pourquoi dès les essais libres, il mettait la gouache comme ça, il t'envoyait des sauts de fou et il mettait 3 secondes à tout le monde aux essais libres. Il disait justement, mais garde-le en réserve même, ne le montre pas, tout le monde a les caméras et tout, tu vas montrer à tout le monde des bonnes traces. Ne le montre pas, garde-le, c'est une prise de risque aussi encore énorme. Et il disait justement, je pense que là, il se comporte comme ça parce qu'il a jamais pris un gros taquet. Oui, c'est à propos du quintuple qu'il avait fait au Press d'Anaheim, des trucs comme ça. Ouais, je me souviens plus qu'est-ce exactement, mais voilà, je me souviens qu'il disait, ouais, parce qu'il a pas pris un gros taquet encore, donc voilà, il fait des trucs un peu de fou comme ça, à chaque fois sortir des gros sauts, même aux essais libres où t'en as pas besoin, etc. Je pense que là, le gros taquet, il l'a pris. Effectivement, je pense que dans la tête, il va réfléchir un peu autrement. Et là, il se rend compte qu'il se dit ah merde, là, par contre, je joue mon championnat, quoi, par contre. Ouais, c'est que avant, je me sens un peu intouchable. J'ai une série de victoires, mais c'est déjà énorme. Alors, évidemment, il va essayer de la continuer le plus possible. Il aurait essayé, tu vois, de la continuer le plus possible. Mais c'est que du bonus, quoi. Après, le principal, c'est quand même d'être champion à la fin, de garder la plaque rouge, etc. Sauf que là, il se dit ouais, là, j'ai fait une erreur, mais ça m'a pas juste coûté une victoire. Déjà, je pense qu'il aurait eu les boules s'il avait fait ne serait-ce qu'une chute où c'est pas trop fait mal, mais qui perd quand même la série de victoires. Tu vois, je pense qu'il aurait eu les boules.
mais que là en plus il se retrouve loin, potentiellement il se dit j'aurais pu me faire très très mal. Et en plus là je joue mon championnat, je suis derrière, là il va falloir que je me sorte les doigts quoi. Est-ce que tu penses que la série de victoires, il y pense quand il est par terre? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné ça lui traverse l'esprit, genre il se dit ah purée ça fera pas 25? Ou est-ce qu'il est plus en mode j'ai mal, le championnat, et, attends faut que je me relève, et ouais mais j'ai mal. Non, je pense que quand t'as mal comme ça, tu vois, j'essaie de repenser aux fois où j'ai pu me faire mal et tout, ce à quoi tu peux penser. Moi après la réflexion c'est de me dire j'ai pas mal, comme dans Rocky 4, tu sais, il dit t'as pas mal, j'ai pas mal. Et après chaque fois je me lève et je fais j'ai mal. Ah, je pense que là, la douleur, quand elle est intense, tu peux pas penser à autre chose justement que la douleur. C'est ce qu'il faudrait peut-être pour avoir un peu moins mal, mais à la fois penser que ton championnat il est compromis ou que ta série de victoires elle est terminée. Je pense que tout ça, ça te ferait pas du bien non plus au moral, quoi. Mais je pense que quand tu te prends un gros taquet et que t'as bien mal, tu penses à rien d'autre au fait que attends, j'ai grave mal, quoi. Et après, peut-être une fois qu'il s'est remis sur la moto et que là il reroulait, je pense que là il a dû se dire, là il réalisait ouais, bon, je suis sur la moto, ça va, j'ai très mal, mais visiblement j'ai rien de cassé. Mais par contre. Ouais, là c'est foutu quoi. Après, il était peut-être aussi un peu sonné parce que sur le coup, je pensais qu'il avait tapé le guidon dans le menton et puis après sur les replays, on voit que non, ça touche pas. Mais bon, la tête, je sais pas si elle tape après le sol ou quoi, mais elle est quand même secouée un peu dans tous les sens. Je pense que sur le coup, il devait être un petit peu sonné quand même aussi. Ouais, la tête, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, enfin tu vois, moi c'est. Il était secoué quoi qu'il arrive. C'est pareil, quand je me fais mal, j'ai besoin d'un temps pour respirer, reprendre mes esprits et justement essayer de faire passer la douleur, même si c'est au niveau de la jambe, pas du tout au niveau de la tête ou quoi. Et là, enfin, l'impact qu'il a pris, j'imagine même pas ouais, la douleur qu'il a pu ressentir sur le moment. Et ouais, je pense pas qu'au moment où il est par terre, il y pense. Après, quand il se relève, qu'il relève la moto, ben, il est juste déjà à se dire ok, j'arrive à rouler ou pas. Et quand je pense qu'il commence à ressauter et tout, là, je pense, à mon avis, ça lui vient à la tête. C'est ah ouais, j'ai fait le con quoi. Là, les victoires, c'est terminé. Et en plus, il va falloir que je cravache pour marquer des points. Et c'est là que moi, quand j'ai vu à la fin, j'ai dit bon, il aurait mieux fait d'abandonner, commencer à récupérer. Parce qu'il n'a pas marqué un point quoi. Et bah, c'était ma question suivante. Et alors, là, tu dis ça, mais en fait, en outdoor, tu repars en deuxième manche en fonction de ton résultat de la première. Est-ce que pour Jet, c'est quand même intéressant d'avoir fini 24e, pas marqué de points, mais avoir la 24e place sur la grille en manche suivante? Ou est-ce qu'à ce stade, 24e ou 40e, surtout pour Jet, avec sa technique de départ et sa moto, ça change rien et il aurait mieux fait comme tu dis? Alors forcément, de toute façon, avant de repartir, tu sais pas s'il va marquer des points ou pas, mais est-ce qu'après coup, tu te dis, non, écoute, 24e pour repartir, 24e en deuxième manche, c'est pas mal, ça valait le coup de le faire? Ou est-ce que tu te dis, ah c'est dommage, on s'est fatigué pour rien? Je sais pas, parce qu'effectivement, entre 24 et 40, je pense pas que ça aurait changé grand chose, il aurait pu partir de tout l'extérieur. Et effectivement, ils sont à côté des mecs en plus qui sortent pas bien, qui ont une moto moins puissante et lui qui sort très bien, donc je pense pas que ça aurait beaucoup changé l'issue du premier virage, de la deuxième manche. Par contre, l'idée de le faire, effectivement, c'est de le faire, déjà, il était quand même pas loin de marquer quelques points et de sauver quelques points. Et donc, on sait que chaque point compte quoi, quand tu fais pas un 22-0. Et du coup, ouais, je sais pas quel était l'état d'esprit. C'est sûr que. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que quoi qu'il en soit, il aurait gagné quoi 25 minutes peut-être de récupération du coup. Ouais. Et 25 minutes garder rien. Le corps chaud, c'est peut-être même mieux. Déjà, ça oui, après, quoi qu'il en soit, il aurait eu le moment où il aurait été froid entre la première et la deuxième, tu vois. Donc, il serait passé par ce moment-là. Mais c'est vrai que gagner 25 minutes de récupération, ça n'aurait pas changé non plus la donne derrière. Donc, je pense qu'il a bien fait de repartir, de voir justement aussi comment il pouvait se sentir sur la moto, essayer de marquer un point, se sauver une meilleure place sur la grille. Enfin, tout ça, oui, c'était pas une mauvaise idée. C'est vrai que j'avais oublié le fait que tu partais en fonction de ta place de la première manche. En deuxième manche. Et on a vu sur le départ de la première manche, je sais pas si c'est 250 ou 450, mais qu'il y a des mecs à l'extérieur qui ont fini dans les ballots de paille et qui se sont fait un petit peu mal. Et je me dis que partir 24e et pas 40e, bon bah déjà ça te laisse un peu plus de choix, peut-être que tu avais des places à l'intérieur ou pas, et peut-être que tu élimines le risque d'être pris quand même, enfin tu diminues plutôt le risque d'être pris dans une chute, même si il s'est fait bien serrer par Plessinger, je crois, c'est pas passé loin. C'était Sexton, mais effectivement, ouais, Plessinger il a bien emmené. Mais donc, ouais, tu vois, je me dis que s'il était encore plus à l'extérieur, bah, peut-être qu'il prenait plus le risque aussi d'être. Ouais. Et alors après, là, tu te dis, bon, j'ai vu que les mecs à l'extérieur, ils finissent parfois dans le mur. Est-ce que je tente de faire un gros départ au risque de me faire pousser dans le mur après par les mecs à l'intérieur, ou est-ce que je reste prudent au départ et au final, je pars
25e et ensuite j'essaie de faire quelque chose de là, tu vois. Que là, au moins, il est parti. Je crois qu'il était 7 au tout début, ensuite il a grappillé des places assez vite. Et ça lui a permis de finir là où il a fini et de marquer des bons points en deuxième manche. Ouais. Bah écoute, on a un petit peu. On a fait le tour de tout ce que je voulais dire sur Jet et sur Chase. Ta bonne surprise en 450. Si tu veux, je te lance. Moi, c'est Plessinger. Je l'attendais pas. C'est vrai que ça fait quand même 2 ans qu'en outdoor, il roule assez bien. Mais après, même en supercross, il roule bien. Mais genre Plessinger, il est meilleur que ce que je le vois en fait. Et tu sais quoi, Savacci, ça me faisait la même chose en 250 à l'époque. C'est que je le considérais pas comme un top pilote et pourtant il y était en 250. Et Plessinger, je le considère pas comme le 3e homme du championnat ou même. Enfin, je ne le considère pas comme un mec qui peut gagner des courses et faire des podiums régulièrement. Pour moi, il est le cran en dessous. Et en fait, non, c'est là qu'est sa place, quoi. Ouais, mais là, je pense que c'est ceux qui ont une progression lente, en fait. Qui sont là depuis des années et qui ont une progression lente. Parce que Plessinger, c'est ça, c'est qu'en fait, il a grappillé une position un peu au fur et à mesure. Et pour arriver à... Oh, là, il en est pas trop loin, mais il est encore en dessous. Jusqu'au moment où, je gagne une course. Bon, là, presque. Parce qu'au final, ouais, en motocross... mais c'est vrai que... Moi aussi, j'ai un peu ce feeling. Mais est-ce que c'est une progression lente ou est-ce que c'est un potentiel qui est atteint plus lentement que les autres? Parce que si tu écoutes les teams qui l'ont engagé ou lui, ils diront qu'il en a toujours été capable et que c'était juste une question de tout mettre bout à bout. Et ça c'est pareil, les gars, des teams, comment tu vois que, il en est capable? Ils disent toujours ça. Quand les mecs ils signent un mec, ils vont pas dire ouais, je l'ai signé, j'avais une place de libre, le premier, pas trop. Souvent ils disent ça parce qu'ils le voient à l'entraînement ou en fonction de ses résultats 250 et tout. Mais tu sais que même en 250, quand il a gagné quoi, 2 titres SX et 1 titre MX, je crois. Ouais. Et ou c'est 2 titres MX, 1 titre SX, je sais plus. Il y a 3 titres, je crois, en au 250. Ouais. Et je me suis dit, tu sais, quand on gagne 3, c'est pas de la chance, quoi. C'est pas qu'il y a un mec qui s'est fait mal ou quoi. Et pourtant, moi, je l'ai toujours considéré comme, genre, oui, il a gagné le titre, mais je le voyais pas comme le meilleur gars ces années-là non plus. Moi, en 250, si, du coup, je le voyais bien à sa place, de mec qui joue le titre et qui est bon, qui est meilleur que les autres et tout. Et c'est son passage en 450 où il s'est fait un peu oublié, et puis c'est aussi son état d'esprit où lui, tu vois, il est pas là, je veux gagner, machin, un peu à la cool, etc. Et du coup, je le voyais un peu comme un Wilson cette année ou quoi. Enfin, le mec, il vient, il fait des résultats, voilà, c'est bien, c'est mieux. Là, un top 5, c'est cool, voilà, c'est sympa, tu vois, toujours positif, satisfait, et je suis content de ce que j'ai, tu vois, mais j'ai pas la haine j'ai pas la motivation de Sexton, cette motivation-là à aller progresser, pour aller gagner, pour aller dominer, etc. Tu vois, même si ça se trouve, en fait, il l'a totalement, parce que la preuve, c'est que si aujourd'hui il en est à être aux avant-postes et à avoir progressé, les autres n'ont pas régressé, au contraire. Je pense que le niveau il fait que augmenter, tu vois. Donc les autres n'ont pas régressé, et donc c'est bien que lui il progresse aussi et que derrière il bosse. C'est que c'est pas arrivé comme ça, tu vois, sinon ça serait arrivé déjà il y a bien longtemps. Et donc non, en vrai c'est qu'il doit bosser et tout, mais c'est vrai que je pense que le personnage qu'on voit, c'est difficile de se dire il a la dalle, il bosse de ouf et il te fera pas de cadeau sur la piste, et tu vois, c'est... Donc moi je pense que c'est un peu tout ça qui fait qu'on le voit pas comme et puis après aussi les résultats, c'est qu'au final il est là, c'est un peu comme Justin Cooper, sa saison de Supercross est là, ou même en motocross, c'est qu'en fait il est là, tu vois, il est aux avant-postes, il fait des podiums où il en est pas loin, et en vrai c'est vrai qu'on a été Jet année de rookie, Supercross et tout, truc de ouf, il joue le titre, machin, mais en vrai t'enlèves Jet, la saison de rookie de Cooper c'est remarquable. Il fait une très bonne saison. Là en motocross, encore une fois en 450 il est là, alors que moi Cooper c'est pareil, je le voyais perdu quand il en a gagné 2 du coup de titres Supercross 250. Non, il en a gagné qu'un parce qu'il s'est blessé avant de pouvoir défendre son 2e titre. Voilà, et que du coup il n'avait pas fait le Supercross en 250, mais il avait fait que le motocross en 250, et on sait que les teams ils ne signent pas un mec juste pour le motocross. On le voit avec Masterpool qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Les teams usines, ils vont pas te prendre juste pour le motocross, c'est le supercross qui compte. Et Cooper, moi je me disais, bon, c'est le début de la fin, tu vois, c'est le genre de pilote qui a excellé un peu, qui a été très bon en 250, gagné des titres, etc. Là voilà, plus trop de guidon, peut-être pas un guidon usine après, ou alors un guidon usine chez Yamaha, mais
bah, s'il nous reste un peu de budget, donc pour pas grand chose, donc tu vois, les yeux seront pas arrivés sur toi, t'es pas notre pilote numéro 1, etc. Et au final, bonne surprise en supercross et en motocross. Donc pour venir à Plessinger, ouais, je voyais pas cette position-là, mais à la fois, bah, il y est, et puis il continue de. Je sais pas quel âge il a lui, mais. Alors, Plessinger, il est plus jeune qu'il en a l'air. Ouais, si j'ai regardé il y a pas longtemps. Parce grosse calboche, mais. C'est ce que vous demandez, et je sais qu'il est. Il est plus jeune que moi. C'est mais. Mais c'est vraiment ça en plus. Ah oui. C'est parce qu'il est midi, oui. Non, jamais... Attends, je vais fermer la fenêtre à côté. Oh là, podcast d'amateur. Premier mercredi du mois de juin, mais d'habitude c'est pas si fort que ça ici, quoique d'habitude le mercredi je travaille. Donc ouais, Plessinger 28 ans normalement, si je me trompe pas. Ouais. On laissera nous corriger ou dire qu'on a bon dans les commentaires. Ouais. Ouais, 28 ans Plessinger. Je sais plus, oui, tu demandais quel âge il a. Ouais, pour dire qu'au final, bah, il continue de progresser et en réalité, il est pas. Enfin, ça fait longtemps du coup qu'il est là quand même, qu'on entend parler de lui, mais au final, il n'est pas forcément non plus sur ça ou ces dernières années. Donc, non, ouais, je pense pas. Donc, il y a peut-être encore une marge de progression et on n'a peut-être pas fini de le voir aux avant-postes, c'est peut-être encore mieux que ça, quoi. Donc, il me fait un peu penser à Millsaps en 2013. Ouais. Tu te rappelles? Non, mais si. Mais parce que Millsaps, moi, c'est pareil, genre, c'est un mec. Tu le voyais pas comme un mec, rang, tu vois. Tu le voyais pas comme un mec qui vient compléter et il a gardé la 5 à la limite, tu vois. En mais Supercross, il a gardé la plaque rouge pendant 8 épreuves. Le mec, il jouait le championnat, quoi, à la fin de Millsaps. Parce que bah, mais vraiment le même profil que Plessinger, où il roulait bien et il s'est mis dans de bonnes positions au début du championnat. Et donc, du coup, ouais, là, il jouait la gagne pendant un bon moment. Et après, toujours, ça se décante un petit peu après la mi-championnat, mais c'est vrai qu'il était resté dedans assez longtemps. Ouais, donc bon, là, au niveau du championnat, Plessinger, c'est pas le même profil, mais en termes de la façon dont je le vois en fait, et ouais, c'est ça, c'est la différence entre ses résultats et la perception que j'ai de lui, ça me fait exactement la même chose qu'avec Millsaps en 2013. Ouais. On parle d'un truc, c'était il y a 11 ans quand même. Faut savoir que Plessinger, il n'a pas cherché à se battre pour garder Chase derrière lui dans le dernier tour, il avait une crampe à la jambe. Il roulait avec une crampe, il a dit. Donc ouais, il a même pas cherché, il a dit vas-y passe, moi j'essaye juste de finir la manche. Donc bon, c'est un peu quand même ce que je disais la semaine dernière. Après c'est normal, il revient un peu de blessure. Physiquement, il va en manquer un petit peu. Déception 450 Ferrand 10. C'est ce que j'ai noté aussi. Oh, je sais même pas ce qu'il a fait, on l'a pas vu. Ah mais tu vois, première manche, il est bien parti, Ferrand 10. Mais même la semaine dernière, il y a eu au moins un départ sur deux où il était bien parti. Et en première manche, il finit 6ème. Alors que c'est sûr qu'il était genre 4 à un moment donné. Et ouais, il a perdu du terrain, quoi. Donc, ouais, bah, je sais pas, il n'y a pas eu d'interview après. Je pense qu'il n'était pas content de sa journée non plus. Alors, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est la moto? Mais tu vois, moi, ce que je t'ai dit, moi, j'ai de plus en plus peur. J'ai de plus en plus l'impression d'avoir raison sur ce que je t'ai dit sur la pré-saison. Après, team de second rang, quoi, en fait. Team pas visible. Qu'il avait bien tapé la tête quand même la semaine dernière. Après la manche, après la course, c'est ce qu'il avait dit. Est-ce qu'au final, peut-être qu'il a toujours un peu de séquelles de la chute? Je sais pas. Il a fait un peu plus chaud. Bon, on sait qu'il a eu une commotion assez méchante l'année dernière, où il a mis pas mal de temps à se remettre. Il était allé en Europe se faire soigner. Ouais, bon, bah, évidemment, de toute façon, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc on accorde le bénéfice du doute, mais c'est vrai que c'est déception dans le sens où on veut juste le voir faire mieux, et c'est dommage quand... et puis je te dis, moi je pense qu'il... Puis tu vois, deuxième manche, il finit 8ème. Alors, bon, bah, on l'a pas vu, je sais, j'ai pas regardé le lap chart, peut-être qu'il est tombé à un moment donné, peut-être pas. Mais bon, quand Sexton repart 40, finit 1, et que lui, il finit 8ème à plus d'une minute, 1 minute 11 derrière Chase Sexton. Alors, même si Dylan était tombé, de toute façon, Sexton est tombé aussi. Donc, à un moment donné, prendre 1 minute 11 comme ça, c'est et puis, là, voilà, il est clairement pas au niveau des pilotes de devant. Et enfin, nous on en parlait, on aimerait le voir jouer le titre parce qu'il l'a déjà gagné, parce qu'il a déjà été voilà, très bon en motocross, très rapide. Mais moi je te dis, je pense que
dès que tu bascules dans un team privé, les gars ils sont déjà super contents d'avoir un nom comme ça, donc ils vont rien lui dire et t'as besoin d'avoir ce cadre où des fois t'as besoin qu'on te dise non, là tu fais pas ça, tu fais ça, tu vois, d'avoir quelqu'un derrière toi et qui te dit ben non, tu prends pas ça, tu prends ça. Ça te fait un peu chier sur le moment et au final ça se passe très bien, tu vois. Moi là, je vais raconter une anecdote alors qu'on est quand même un peu loin, on verra peut-être pas le parallèle directement, mais la première fois que je suis monté sur la 60, que je roulais sur Piwi, la première fois que je suis monté sur la 60, j'apprends la première sur le plat, ça se passe très bien, et papa qui me dit d'aller sur le terrain des petits à Machery. Donc le terrain des petits en plus, pas le terrain des grands. Je dis avec la moto, nouvelle moto du coup. À Machery ou à Michery? Michery, pardon. Ouais. Machery, je suis jamais allé. Non, Michery, pardon. Ouais. Qui n'existe plus. Et je dis non et tout, et là je crois qu'il commence à s'énerver, à me gronder, je commence à pleurer, j'avais pas envie, je vais au final en pleurant comme ça et tout. Et puis au final, il m'a forcé, il m'a mis de coup de pied au cul pour y aller quoi. Et après, j'en sortais plus du terrain des petits parce qu'effectivement, tu restes juste en première, tu tournes la poignée, les petites tables elles montaient, enfin il y a tout qui passait très bien, tu vois. C'est comme la Piwi. Mais sauf que moi, si je m'étais écouté là, si j'étais dans un team où waouh, Mr. Brap en 60, rentre trop bien, machin, non, tu veux pas aller sur le terrain des petits, n'y va pas, t'inquiète, c'est déjà très bien. Champion du parking. C'est déjà très bien ce que tu fais et tout. Je serais resté sur le parking et voilà, enfin tu vois. Et je pense que, et ça se joue, donc voilà donc là on n'est pas du tout au même niveau etc, mais les mecs c'est pareil, je veux dire le changement il est dur, on en a déjà parlé, changer de trajectoire quand t'as pris l'habitude de prendre la première runner dans l'intérieur, prendre la deuxième, la troisième derrière, en changer dans la manche, t'as peur de rater, t'as peur de perdre du temps, t'as peur de plein de choses, mais quand t'es du coup sur une moto, ils font beaucoup de testing les gars, beaucoup sur la suspension, les pièces etc, et visiblement il n'en était pas content l'année dernière de la YAM, là on l'écoute beaucoup, on essaie de lui donner ce qu'il veut. Il demande des choses, mais peut-être qu'à un moment donné, non, prends pas ça a été développé, usiné, machin, tu vois, les pièces qu'on leur propose, oui, je sais qu'il y a il y a des contrats, machin, qui sont faits, donc ils font pas non plus ce qu'ils veulent, Ouais, mais là, pour le coup, ils bossent avec le mec de Factory Connection, je crois. Ouais. C'est même c'est Dylan avec ce mec-là qui ont un peu monté le programme autour d'eux, donc, clairement, ouais, la moto, il fait un peu ce qu'il veut, parce que Factory Connection... Après, il y a des délais. Ouais, mais tu vois, je suis pas sûr que ce soit le mieux. Parce qu'au final, est-ce qu'il va changer complètement peut-être d'amortisseur, lui, tu vois, ou est-ce qu'il va faire de gros changements comme ça que peut-être le team lui aurait suggéré ou lui aurait imposé, tu sais, à des moments. Donc il y a des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc là, c'est sûr que quand le team t'impose un truc et que ça fonctionne pas, là, tu les as là et tu te dis, purée, mais écoutez-moi, quoi. Comme l'année dernière. Moi, je suis pas à l'aise, vous me forcez à me mettre un truc comme ça, c'était encore pire, machin. Et puis... mais en soi, et ça marche pour tout, tu vois, c'est pareil dans le pilotage, aller chercher cette ligne, faire ceci, faire cela. Moi c'est pareil, je veux dire, quand tu es tout seul, la théorie, t'en connais pas mal, t'essayes de l'appliquer, et à un moment donné, il y a des fois, moi j'ai besoin en fait qu'on me mette un coup de pied au derrière, et qu'on me dise, mais là ça passe, vas-y, accélère, fais-le, tu vois. Je vais souvent. J'essaie justement de rouler avec d'autres pilotes en général parce que moi quand je vais rouler tout seul j'ai jamais le même rythme que quand je roule avec quelqu'un qui a un peu mon niveau ou qui roule un peu plus vite, ça me tire vers le haut. Et pareil, quand il y a quelqu'un qui me regarde de l'extérieur, c'est vrai que le point de vue de l'extérieur, tu vois des choses que tu ne ressens pas à l'intérieur, ou que tu te dis ouais là je coupe ici et ça va très bien. Ouais, quand tu regardes de l'extérieur, mais tu coupes beaucoup trop tôt, tu peux couper ici, donc accélère jusqu'ici, tu vas gagner 2 dixièmes. Et qu'on te le dise. Et ouais, c'est vrai, on me l'a dit, les autres l'ont remarqué, je m'en doutais un peu, mais là je le fais. Et des fois, tu es juste tellement dans tes habitudes que même tu t'en rends pas compte. Hein. Aussi. Des fois, tu l'as même pas remarqué et juste qu'on te le dise, tu dis bon, ok, j'essaye. Et... Voilà. Et là, d'être passé dans cette sphère où c'est un peu lui tout en haut et qui décide un peu de ce qu'il veut et comment il se sent, je pense qu'il y a personne qui va aller lui dire. Je crois qu'on en avait parlé tous les deux, c'est Carvela qui disait ça justement, que ils étaient justement contents que c'est Ferrandi, c'est un grand pilote, etc. et que du coup personne n'oserait rien lui dire. Et donc je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit lui, mais pour le coup ça ouais je suis carrément d'accord, c'est que je pense que les gars ils sont déjà là waouh et tout, et comme ça tu veux pas, non bon ok on le change, mais peut-être que ça aurait été mieux, ou personne lui dira mais accélère plus, là tu rentres comme une grand-mère dans ce virage là, tu vois. Je pense que le franc-parler de DV et sûrement la très bonne analyse aussi qu'il a lui manque un peu. Donc là, a priori, on en avait discuté un petit peu aussi, ce serait rapproché d'autres personnes là
Ouais, il bosse avec Mike Brown à l'entraînement et sans lui sur les courses. Donc peut-être que cet œil extérieur va pouvoir lui apporter et le booster un petit peu, mais ouais, moi je suis inquiet pour la suite et encore une fois, j'aimerais voir un rebondissement, le voir se requinquer, avoir le moteur qui fuse comme il l'attend, avoir les réglages qu'il souhaite, que physiquement il se sente bien, qu'il ait tout de réuni pour dire ben là, ouais, parce que lui-même dit après la première, je me sens bien, je suis à l'aise, je me suis pas fait peur sur la moto, etc. Contrairement à l'année dernière, etc. Ouais, mais l'année dernière, par contre, t'étais sur le podium, des fois tu te battais pour la victoire quand même, t'accrochais le jet et tout. Là, à l'heure actuelle, alors il n'y a eu que deux courses, on va pas s'avancer trop vite. Je ne vois pas concurrencer un Jet, un Sexton, un Hunter. Je ne vois pas à un moment donné, ne serait-ce que les accrocher pour l'instant. Ouais, après peut-être que en fait, ça fait deux semaines de suite que la deuxième manche est moins bonne. Peut-être que physiquement, il en manque un peu, que ce soit à cause de la chute, pardon, il était malade en SX, donc peut-être que c'est à cause de ça, peut-être que c'est un peu la chute aussi la semaine dernière. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère comme toi que ça va, qu'il va rebondir quoi, et qu'il va se retrouver un peu plus devant. Mais c'est vrai que là, quand tu regardes les écarts, où il prend donc 1 minute 11 en deuxième manche, il prend 53 secondes en première manche. Ouais, ben là, en 17 tours, il y a du boulot quoi, avant d'aller rattraper tout ça quoi. Mais bon, après, on sait que maintenant, ça fait quelques années qu'il est basé en Floride et tout. Donc, comme beaucoup d'autres, je pense que les terrains californiens, c'est peut-être pas non plus sa tasse de thé. On verra. Ça fait quand même. Il me semble qu'il a bien roulé l'année dernière dans le Colorado. Et il avait fait une belle bataille avec Roxanne l'année de son titre, donc à Thunder Valley, là, en altitude. Donc, bon, bah, on va voir ce que ça donne. Mais qui sait, peut-être que ça marchera un petit peu mieux. Y a autre chose que tu voulais dire sur Hangtown? Non, chapeau bas encore à Sexton. Moi, ça m'a régalé en tout cas de le voir à ce niveau-là. Et je te dis, de le voir à l'aise comme ça, de changer de trajectoire. Et puis le beast mode, là, il l'a pris quoi. Donc, non, moi, puis, c'est un pilote que j'aime bien et tout. Donc, ça m'a régalé. Maintenant, j'attends juste. Voilà, il me manque encore ce truc-là de voir les deux partir Jet à 100%, Sexton à 100%. Aucune glissade pour les deux. Les autres, partez même un peu après, vous n'avez pas le niveau. Laissez-les devant se batailler, c'est ça ce que je veux voir. Ça marche. Bah, moi, j'ai juste des petites news qui viennent tout droit de chez Star Racing. Je les ai appelées. Non, c'est complètement faux. Il y avait Jeremy Cocker, le team manager de Star Racing, sur le Palais Mixo lundi. Et donc, du coup, Steve Matthes lui a demandé quand est-ce qu'on pouvait espérer revoir Webb et Tomac, est-ce qu'ils allaient revenir en outdoor ou pas. Et donc il a dit que meilleur des cas, il devrait pouvoir revenir pour Unadilla, si vraiment ils se remettent tous les deux aussi vite que possible. Et donc Unadilla, il me semble que ça fait les 3 dernières épreuves de l'année. Et il a dit que ça risque d'être un petit peu optimiste quand même, mais que les 2 dernières épreuves de l'outdoor, ce serait plus possible, ce qui ferait Budds Creek et Ironman. Et que sinon, ce serait au pire des cas, il reviendrait que pour le SMX. Mais donc il disait qu'il avait quand même bien envie et eux aussi, les pilotes, avaient bien envie de faire quand même quelques outdoors pour marquer plus de points pour le SMX, parce qu'en fonction de ton classement général, tu marques déjà des points avant même la première course. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et non, je ne sais pas exactement. Donc ils font un classement général où ils cumulent tout simplement les points du Supercross et du Motocross. Et celui qui se retrouve premier de ce classement a 25 points avant même le début des 3 playoffs. Le deuxième en a 22, troisième 20. Ah, ok, donc comme si ça comptait pour une course. Comme si tu avais déjà gagné une course. Okay. Ouais. Donc c'est quand même intéressant d'essayer de grappiller quelques positions avant même le début des playoffs. Ils lui ont demandé si Tomac, qu'est-ce qu'il pensait pour l'année prochaine et tout ça. Et donc le team manager a dit que Tomac a bien exprimé son envie de rouler l'année prochaine. Et que maintenant, il faut qu'ils trouvent un arrangement ensemble, que c'est possible qu'ils fassent encore un team à 3 avec Webb, Tomac et Cooper. Mais il a dit que bon, voilà, après, il fallait s'accorder sur des montants en gros et tout ça quoi, pour Tomac, mais qu'il serait ravi de re-signer Tomac pour l'année prochaine. Et on lui a demandé aussi s'il supporterait le motocross des nations si ses pilotes étaient amenés à être sélectionnés. Et il a dit que, en fait, Motocross des Nations, oui, à part l'année dernière, ils l'ont toujours supporté, mais que, en fait, ça coûte trop cher pour y aller avec une équipe B.
Donc il a dit si c'est pour quand c'était aux États-Unis la dernière fois et qu'ils ont emmené Tomac, bon bah déjà c'était aux États-Unis, ça leur coûtait beaucoup moins cher et ils avaient la meilleure équipe qu'ils pouvaient envoyer, donc ils étaient ravis de le faire. Et que l'année dernière, de toute façon, c'était pas parti pour avoir la meilleure équipe et que quand c'est dans ces conditions-là, ils veulent pas dépenser les sous en gros pour le faire. Ouais, donc en fait, ça dépend un peu. Ils vont tous se regarder dans le blanc des yeux. Toi t'acceptes ou pas? Parce que ça dépend de toi. Moi j'accepte si toi t'acceptes. Parce que c'est un peu. Ça dépend de l'équipe. Est-ce qu'on accepte Tomac? Ça dépend si Sexton dit oui. Et généralement, ils ont déjà une idée un petit peu. Enfin, tu vois, déjà l'année dernière, ils savaient que Tomac ce serait niet. Ouais. Donc peut-être qu'ils lui ont demandé justement, je sais pas si parce que c'était après le SMX, donc Webb il aurait pu rouler pour Yamaha, tu vois, mais de toute façon Sexton lui changeait de team et c'était pas possible. Donc ils ont sûrement dû dire non, on n'envoie pas Webb si c'est pour qu'il aille rouler avec. Et non, Sexton, je me souviens le problème. Lui, le team, il était déjà fait le changement de team, il voulait le faire et tout. C'était le casque. Monster encore. Ouais, il avait encore Monster sur le casque mais du coup Red Bull KTM n'allait pas le laisser rouler avec un casque Monster. Et sauf que son contrat il s'arrêtait après le motocross des nations, son contrat casque avec Monster. Ouais. Donc il était obligé. C'est ouf quand même pour des histoires de date de contrat et tout. Bon après c'est les règles, hein, c'est comme ça. Tu signes pour une date, c'est normal. Mais t'es Monster, t'as payé pour que ton athlète il te représente jusqu'à telle date. Surtout les montants qu'ils payent, je pense qu'ils ont envie de voir leur investissement qui est déjà hyper spéculatif, ils veulent le voir aller jusqu'au bout. Mais donc voilà pour les news tout droit venus du team Yamaha Star Racing. Donc Jeremy Cocker c'est le manager que du côté 450, hein, c'en est un autre pour le côté 250. Et ça conclut notre épisode 4. Ok. Et ben merci Mister Brap, n'hésitez pas à le suivre sur TikTok, hein, parce qu'on est qu'à 13 000 abonnés sur TikTok, donc il faudrait gonfler un petit peu ça. Il faut qu'il mange. Hein. Si j'attends après TikTok pour manger les gars, je serais beaucoup plus fin que ça. Merci à MGT Design, donc l'équipe déco 200% perso et le textile 200% perso. Toutes vos demandes, il faut aller sur @mgtdesign-mx sur Instagram. Et merci Clément d'avoir fait le déplacement spécifiquement pour ce Brap Show, c'était super. Ouais. Donc si Sexton gagne là à Thunder Valley, on te retrouve? Tu reviens ici? Dans le canapé? Oh non, là on va. Ouais, les déplacements de TikTok ça paye pour manger des curly, mais pas pour faire le déplacement jusqu'à Paname, donc non. Alors très vite avant de se quitter, pronostic Thunder Valley 250-450, ton podium? Je te rappelle pas de la piste, c'est pas grave. C'est en altitude, mais des yams. C'est la piste où. Non, ça c'est Washougal. C'est la piste où Tomac s'est fait les deux épaules dans les ornières et là où Stewart est tombé à cause du photographe. À cause du photographe. J'aime bien, c'est à cause du photographe. Si, c'est à cause de... Écoute, sans le photographe, c'était un deuxième 24-0. Moi, je vous le dis. J'ai été dans les dimensions parallèles, c'est ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de photographe, ça a été 24-0. Podium, ouais, bah de toute façon, je vais pas prendre en compte la piste parce que je ne me rappelle pas. C'est quand même, je crois, 1000 mètres d'altitude. Ouais. Ou même un petit peu plus, 1006. Digan via le Kitchen. Et un 450, je dirais. Sexton, il poursuit sa lancée là. Il est chaud patate, il est déter. Sexton. Jet, parce que les deux seront partis roue dans roue, qui vont se livrer une grosse bataille et que Sexton va ressortir vainqueur. Jet et Hunter. J'ai du mal à me détacher des trois pilotes déjà qui sont en avant-poste, quoi. C'est difficile de miser sur un autre, quoi. Tu mets pas Plessinger sur le podium? J'ai hésité entre Hunter et Plessinger, j'ai hésité entre les deux. Et ouais, je dis Hunter. Et ben tu sais quoi, Kitchen il a déjà gagné une manche là-bas. Alors, j'allais partir sur Yam, mais je vais dire Kitchen via Digan. Allez. C'est pas très malin de mettre la Yam en troisième sur une piste en altitude, mais je la tente comme ça. Kitchen via Digan. Pour les 250 et pour les 450 je vais dire Sexton, Anderson et Jet en troisième place. Anderson 2. Ouais, je le sens bien. Ouais, bah faut qu'il arrête de perdre l'avant dans les ornières. Piste normalement. Comment? Je crois qu'il a fait un point mort quand il est tombé dans l'ornière. Ah peut-être. Je crois que c'est ce qu'il disait les gars.
Ouais. Ok. Bon, bah allez, à la semaine prochaine sur le Brap Show. À la semaine prochaine.